Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à l'émission Fans d'improvisation, au microphone Michel Albert et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô. Que vous écoutiez en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal, de CKUM 93,5 FM à Moncton ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick ou bien encore en balado-diffusion sur un objet électronique près de chez vous. Bienvenue à Catégorie libre, une production d'improvisation Nouveau-Brunswick qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province, question de faire un survol de leur carrière et une exploration de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art que l'on appelle l'improvisation. Notre invité cette semaine, nul autre que Yves Doucette. Isabelle. Yves a débuté sa carrière d'impro à l'école secondaire de Nipisiguit avant de passer à la Licume à l'Université de Moncton, campus Moncton, où il a bientôt fait partie de son équipe étoile. À sa première participation à la Coupe universitaire d'improvisation en 1993 à Moncton, il a inscrit son nom sur la QI. Suite à son passage universitaire, il devient entraîneur de plusieurs équipes du secondaire, brièvement celle de Bathurst et notamment celle de Shediac pour quelques années. Il est aussi entraîneur de l'équipe étoile de l'Université de Moncton en 2001 et 2002, le fondateur de la Ligue d'improvisation acadienne. Il était juge et arbitre au niveau secondaire et universitaire et l'été dernier s'est relancé au jeu aux Zèbres d'Or 2015 et y a remporté la victoire. Peut-être aucune coïncidence, mais il est aussi fier papa d'une des joueuses qui a remporté l'épreuve d'improvisation des Jeux de l'Acadie 2015. Bienvenue à l'émission, Yves. Merci beaucoup. Wow. Merci d'être là. On parlera avec Yves de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, restez avec nous, du rôle que peut jouer l'improvisation dans l'identité linguistique et culturelle. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions qu'on utilisera tout au long de la conversation. Et cette conversation-là commence toujours un peu de la même façon, Yves Doucette. Comment tu as commencé à jouer de l'impro? C'est quoi ton origine secrète? Anne-Marie White. C'est ça que c'est. Anne-Marie White, une amie du secondaire que je salue, qui est aujourd'hui, si je me trompe pas, à la direction d'une boîte de théâtre à Ottawa. Anne-Marie était une amie qui, un bon midi, tard en 11e année, m'a dit « Yves, viens en pratique d'impro à midi. » Et moi, de lui répondre « Non, parce que je peux pas jouer de l'impro. » Elle dit « Viens juste voir. » Et à force d'insister, je suis allé voir cette semaine-là. La semaine suivante, ben tiens, j'ai joué un petit peu. Puis je me suis trempé les pieds un petit peu comme ça. C'était ça, à la fin de ma 11e année. Puis en 12e année, ben j'ai voulu faire partie du comité pour vrai. Puis fini par faire partie de l'équipe de l'école secondaire Nipisiguit qui a participé à ce qui est devenu la toute première Gogoune Dorée. Oui, qui était juste un tournoi provincial. Le premier tournoi provincial pour les écoles secondaires, mais qui n'avait pas encore été baptisé. Là. Pas encore, non. C'est ça. Le baptême arriverait l'année suivante. Fait que, ouais, le premier tournoi secondaire, donc c'était à Néguac, en février, je dirais, 90, là. Fait que tout était très nouveau, on est arrivés là, nous autres. Ah oui, ça faisait pas longtemps qu'on avait des chars. Non, à peine. Nous autres, on pouvait pas se rendre à des tournois, là, avant. Puis j'ai des beaux souvenirs. Tu sais, mon entrée à l'impro a été très positive, puis le fun, parce qu'on est arrivé là, puis le monde était... Je sais pas, il y avait une atmosphère qui était particulière que j'avais jamais vécue dans aucun autre contexte. Tout le monde voulait juste avoir du fun. La gang d'Edmundston était très particulière. Puis moi, ben, j'étais un petit nerd. Tu sais, j'étais pas un gars qui était populaire. J'étais pas, tu sais, d'une grosse école secondaire. Puis là, je dis j'étais comme si je suis pas un nerd. En tout cas, ceux qui me connaissent savent mieux, là. Mais tu sais, puis là, tout à coup, j'arrive dans un contexte où je clique avec plein de monde. Je me fais plein d'amis. Je suis quasiment populaire, là. Vous me voyez pas, je fais des guillemets avec mes doigts, là, mais tu sais, fait que pour moi, ça a été excessivement valorisant, l'impro dès le début comme ça, puis moi, je me souviens de la gang d'Edmundston qui avait une dynamique d'équipe très particulière, coachée par Albert Roy dans le temps. Il y avait quelque chose de quasiment d'organique dans la façon que cette équipe-là jouait. La gang de Hamilton était là, Alain Basque, Nat Lévesque, Mimi, c'était, je sais pas, il y a des gens là que j'ai connus là, puis que j'ai continué à connaître pour longtemps aussi, fait que ça a été un bon baptême. Mais une des choses qu'on te reproche à l'interne, c'est de pas avoir joué quand tu étais rentré à l'université, t'as pas joué cette première année-là. Moi, je me souviens, il nous manquait un joueur, puis il a fallu que je t'appelle. Ouais. Quelqu'un m'a donné ton numéro, m'a dit Yves Doucette, appelle ça. J'appelle ça, puis non, il voulait pas jouer. Ouais, tu sais, moi, je suis arrivé à l'université, puis l'année après ça, puis bon, j'avais 1 an d'impro dans le corps. Mais là, j'arrive à l'université.
je m'en vais étudier en sciences et je fais cette erreur commune que bien des nouveaux universitaires font. Je décide de me concentrer sur mes études. Niaiseux. Comme si, tu sais, là. Je me suis un petit peu trop souvent concentré sur dormir tard le matin pour manquer des cours, mais en tout cas. Ouais, j'ai choisi de pas faire d'impro. Je me souviens de cet appel-là, Michel, que je te connaissais pas. Il y avait Michel Albert ici qui m'appelait, puis bon, j'ai dit non, pas cette année, je vais attendre un an, puis je sais pas. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. Ça, j'ai un petit peu un regret. C'est pas grave, puis j'ai fini par jouer en deuxième année, là. Ben ouais, il me semble que j'aurais dû jouer cette année-là. Ouais. Ben bon. Tu as été dans mon équipe, d'après l'histoire. Ah, ça, je savais. C'est sûrement pour ça que j'appelais. Sûrement. Pourquoi est-ce que j'aurais appelé? Moi, là, je regrette encore plus. Ben bon. Philippe André Collet a fait l'affaire. Ah. Mais là, après ça, t'arrives, puis tu t'intègres à une ligue universitaire. J'embarque dans la ligue, puis, tu sais, je dis, petit cul ici, je connais pas l'impro tant que ça, tu sais, j'ai joué un peu, puis là, j'arrive dans une ligue d'impro où est-ce que t'as Robert Gauvin, puis Luc Leblanc, tu sais, t'as des gens qui sont solides, qui sont établis, puis je me souviendrai toujours que à mon premier match de ligue de la Licume, on jouait aux Arts, ce temps-là, au Cube, direct dans le passage, le dimanche soir, le monde, s'il y a du monde qui traversait la faculté ce soirée-là, ben, il traversait notre match, il n'y a pas le choix. On jouait devant, je sais pas, des publics d'à peu près 10-12 personnes habituellement. Puis, mais je me souviendrai toujours que mon premier match, bon, c'est l'effet de la nouveauté. Fait que j'ai eu la première étoile, ça m'a marqué. Donald Laudette avait beaucoup aimé comment est-ce que je jouais, je pense. C'était un fait. Donald, c'était un fin connaisseur d'impro, là. Ah, c'était il y avait du public. Il y avait pas beaucoup de monde, mais le public était excessivement assidu. Puis, les ligues vivent encore ça aujourd'hui, je suis certain. Des fois, t'as ces réguliers-là qui sont tout le temps là. Mais dans ce temps-là aussi, même si c'est pas beaucoup de monde, il y avait du public qui était là toutes les semaines. Puis c'était le fun tout de suite. On n'a pas joué là longtemps. On s'est transporté au Cachot. Oui, en vue de la Coupe universitaire qu'elle est à Moncton en 93. On voulait donner plus de visibilité à la Ligue. Exactement. Fait que il me semble qu'on s'est déplacé au lundi soir. En tout cas, je sais plus. Là. Mercredi. Ouais, mercredi. Tu saurais mieux que moi. On a passé du dimanche au mercredi, puis éventuellement on est tombé le lundi, puis le lundi ça a resté. Le lundi ça a resté, ouais. Fait que non, c'est des belles années, c'est formateur pour moi. J'ai ce souvenir là de, tu sais, moi je commence à jouer de l'impro, puis comme je dis là, Robert Gauvin, c'était déjà quelqu'un, tu sais, c'est quelqu'un qui est relativement imposant un peu parce que dégage une certaine confiance, Robert. Puis moi, je suis un gars j'avais besoin de l'impro pour gagner de la confiance. Je suis quelqu'un qui a un ego relativement fragile. Fais-moi qu'est-ce que les choses vont. Je pense qu'une des choses que j'ai trouvées dans l'impro, c'est des fois qu'est-ce que je connais un peu de succès là-dedans, je reçois des accolades, puis ça nourrit cet ego fragile-là. Fait que là, moi, dans ce contexte-là, au début, à la Licume, je suis avec Robert Gauvin, puis on est là, puis j'ai pas peur de Robert, mais je suis quasiment intimidé. Moi, j'ai peur de Robert. Et pourtant, il a été excessivement généreux avec moi dès le début. Il m'a souvent tendu des perches, puis il a souvent eu le goût de me donner des conseils, puis de vouloir m'aider à m'améliorer. Ben, la Ligue avait cette attitude générale-là. Tu sais, c'était pas stressant, c'était pas imposant. Tu sais, j'arrive là, puis Michel était là, puis Éric Butler, puis Hugues Paulin, puis il y avait une certaine atmosphère détendue. On voulait offrir un bon spectacle. Je pense que les gens étaient conscients de ça. Il y avait du monde qui étudiait en art dramatique dans la gang, fait qu'il y avait cette sensibilité-là à la qualité du spectacle, mais on était là pour le fun, tu sais, là, en chum. Fait que ça a créé, tu sais, pour moi, ça a été mes débuts dans qu'est-ce que je continue à appeler aujourd'hui la gang d'impro. Tu sais, parce que c'est comme un gros morceau de ma vie, puis de mon identité, puis de mon cheminement. Là. Ça a été comme ça que ça a commencé. Puis oui, j'ai eu la chance cette année-là. J'ai été substitut de l'équipe étoile cette année-là pour la Coupe universitaire d'improvisation, donc de l'équipe de l'Université de Moncton qui se rendait à Ottawa. Puis je me souviens très, très, très bien que pour la sélection d'un substitut, les vétérans de l'équipe, puis Michel, toi, t'allais à la QI comme arbitre, mais tu faisais partie du processus de sélection de l'équipe. Puis, je me souviens qu'on avait eu des auditions. Et vous m'avez clairement expliqué que il y avait moi, puis il y avait un autre joueur qui était de niveau semblable. J'étais pas un grand joueur, je me débrouillais. J'avais du fun, mais ce que vous m'aviez dit, c'est que vous m'aviez offert la place de substitut à moi et non à lui, beaucoup à cause de mon attitude. Ça m'a resté ça pour longtemps, puis c'est des choses que moi je refile après ça à d'autres improvisateurs quand je leur parle d'impro. Parce que j'avais le goût de m'améliorer, parce que l'autre avait eu l'air frustré qu'il faisait pas partie du 6 de base de l'équipe, alors que moi j'avais bien pris ça, puis j'avais le goût d'apprendre, puis cette attitude-là, puis je suis pas quelqu'un qui a tendance à faire preuve de beaucoup d'humilité. Des fois,
En tout cas, des fois, j'ai tendance à me donner des grandeurs que j'ai pas nécessairement. Mais dans ce C'est pour contexte... ça qu'on est toujours en train de t'écraser. Je pense que oui. Faut me il ramener faut, à là. terre. Faut me Ben ramener oui. à terre. Ben Mais oui. là, je pense que j'avais compris que j'avais des choses à apprendre, puis ça me tentait. C'était comme le fun. Donc, d'accompagner l'équipe à Ottawa, j'ai pas joué, mais d'accompagner l'équipe à Ottawa, de voir une coupe universitaire d'improvisation, j'ai appris beaucoup. C'était juste d'observer la dynamique, de voir comment est-ce que les joueurs se manifestaient dans un contexte avec d'autres universités qui jouaient pas nécessairement de la même façon que nous autres. D'être spectateur à un match d'impro, surtout si t'es dans un contexte de, comme tu y penses comme un joueur, mais t'es spectateur, t'observes plein d'affaires, t'apprends plein d'affaires. J'ai vu des joueurs de notre équipe qui, rendus là, ont figé, ont gelé, étaient plus ou moins capables de performer pour toutes sortes de raisons. Des choses que j'ai vécues plus tard, fait que je fais comprendre que ça arrive à des bons joueurs aussi, là, tu sais, là, c'est pas... Il n'y a absolument aucune honte à être d'ailleurs, c'est une opportunité à être substitut sur une équipe comme ça. Les trois ici dans la pièce, on a tous vécu ça, on a tous été substituts sur cette même équipe. Cool. À différents temps dans nos vies, puis vraiment, c'est pas non, c'est pas un objet de frustration, là. Non, puis tu sais, les membres de l'équipe de base me traitaient pas comme un simple substitut. On était 8. Tu sais, là, il y avait 6, puis il y avait 2 substituts, mais on était les 8, là. Malgré la substitut que je ne nommerai pas, on l'a un petit peu perdu de vue pendant le tournoi, mais bon. Ben, son chum vivait dans cette ville-là. En fait, son chum était militaire à Petawawa, puis il était venu le rencontrer à Ottawa pour la fin de On l'a perdu. Bon, ça arrive. Mais ouais, moi j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. J'ai surtout appris que faut des fois prendre le temps de bien penser au design d'un chandail d'impro. Non? Qu'est-ce qui avait arrivé? Ah, tu te souviens pas de nos chandails? Oui, tu te souviens de nos chandails. Ben, on a eu de la difficulté à avoir des chandails pour longtemps. Oui, je sais, mais on avait des chandails spéciaux. Ça, c'est-tu l'année que vous étiez habillé en baseball? Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Genre de off-white, des numéros... Ben, la librairie acadienne avait des chandails de l'Université de Moncton. Ouais. Puis l'équipe de l'université avait tendance à aller... Ben, tu sais, on n'a pas de chandail de coupe à ce temps-là. Fait qu'on allait juste acheter des chandails de la librairie. Mais ça dépendait des styles. Il y a eu des genres de polo de football, même s'il n'y a pas d'équipe de football à l'UDM. Il y a eu ces chandails de baseball-là, même s'il n'y a pas de baseball à l'UDM. C'était étrange. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces chandails-là, on était aucunement dans les couleurs de l'Université de Moncton, là. C'était off-white, puis les numéros étaient genre de violette. Ça a pris une couple d'années avant qu'on commence à s'acheter des vrais jerseys de hockey. À cette heure, on va juste au magasin, puis ils font l'impro, la licume, puis l'affaire avec le clown dessus, là. Ah! Oh, ben oui. On a ça en filière. Ça montre que l'impro a grandi. C'est ça. Fait que c'est ta deuxième coupe universitaire où ce que t'as pu jouer dans l'équipe. C'est ça, là, ma deuxième année d'impro universitaire. La Q allait être à Moncton en 93. J'ai réussi à me tailler une place sur l'équipe partante. Puis vous avez gagné. Puis on a gagné. Je me plais toujours à dire que Robert Gauvin a gagné la Q puis a écrit mon nom dessus. Mais bon, c'est des détails. C'est souvent de même, là. Tu la gagnes. Là, t'étais assez jeune, si on veut. C'était ta première année sur l'équipe partante. Ouais. On finit par la mériter plus tard. Ouais. Je trouve que c'est souvent ça, ces joueurs-là. Parce que t'as resté dans cette équipe-là plusieurs années. Tu t'es devenu capitaine. Puis, à mon avis, t'as mérité ta cuit éventuellement, si pas cette année-là. Ouais, peut-être que oui. Mais intéressant parce que avec la demi-finale, la finale, on a joué 7 matchs en tout dans cette fin de semaine-là. Wow. Puis dans les 7 matchs, j'ai joué 9 impros. Fait que j'étais pas quelqu'un qui jouait beaucoup. J'en jouais une par match à peu près. Mais en finale, on perdait 5-4. On savait que ça allait être la dernière impro. Une improvisation mixte sur l'Université Laval. Puis c'est moi qui étais allé la jouer. En rétrospective, je peux pas croire que je suis allé jouer cette impro-là. Mais ça faisait peut-être 3-4 impros que j'étais assis sur le banc. Puis le thème m'a comme appelé un peu. Quand je disais que Robert Gauvin a toujours été généreux avec moi, j'ai comme filé un petit peu que je pourrais y aller. Puis j'ai comme commencé à me lever. Puis j'ai regardé Robert juste au début du caucus. Puis il m'a regardé en voulant dire « On ouais, vas-y ». Puis ça m'a énormément nourri. Puis j'ai gagné cette impro-là. Puis j'ai été chanceux, je trouve, parce que Bruno, qui s'appelait Bruno quelque chose, le joueur de Laval, s'est donné un rôle agressif, déplaisant, face auquel j'ai pu facilement jouer le petit têteux, qui pognait mieux avec le public, même avec les juges. Fait que, ouais, j'ai pu gagner cette impro-là, forcer une prolongation. Puis en prolongation, ben, je me suis sagement assis sur le banc. J'ai laissé Robert, puis Nathalie, puis Hugues aller nous remporter ça. Un comptage en prolongation. Ça a été spécial. Puis c'était une comparée de 4 minutes. Puis on a passé en premier, puis on avait 2 punitions en banque. Puis là, t'as envoyé Hugues Paulin. Puis danger. Là, ouais, je sais. Non. En tout cas, on a joué notre impro, ça a bien été. Mais là, après ça, il faut attendre l'heure impro. Et c'est pas mal les 4 plus longues minutes de ma vie, parce que là, en plus, t'as notre coach, mon cousin Stéphane Doucet, qui avait pas beaucoup d'expérience d'impro. Il était spectateur beaucoup. Il avait joué un tout petit peu, mais
Mais on l'avait pris comme coach parce que un coach gérant, si tu veux, un coach qui allait s'occuper du chronomètre, puis de noter les thèmes, puis tu sais là. Garder une bonne attitude. Tu sais, il y avait un bon... Exactement, au niveau de l'attitude, au niveau de l'énergie, au niveau du focus, vraiment intéressant. Fait que là, lui, sa job à ce moment-là, ça a été, je me souviendrai tout le temps parce que là, si on parlait sur le banc, pas une punition, la game était finie, là, ça avait pas de bon sens. Fait que lui, pendant les 4 minutes, il est derrière nous autres avec un chronomètre, puis ça, on a le malheur de se virer parce qu'on veut savoir combien de temps qu'il reste, pour être sûr qu'on parle pas, il nous regarde juste, là. Puis si on se tourne un petit peu, il nous montre juste le chrono. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous montre le chrono pour être sûr qu'on parle pas, qu'on dit pas un mot. Fait que ça a été long, ça a été un comptage. Mais ouais, on l'a gagné. Ça fait, je peux te dire que j'ai mon nom sur la cuisse. Je n'en suis pas un peu fier. Ça montre aussi comment est-ce que c'est un jeu d'équipe, parce que tu racontes cette histoire-là, puis toi, t'as un rôle à jouer dans ça, mais t'as plein d'autres mondes qui sont en train de te nourrir, même s'ils rentrent pas avec toi. On sait chacun notre tour. T'as fini par faire peut-être 2 autres QI après ça, en tant que joueur? Oui, 2 autres. Oui, la QI, l'année suivante, en 94, à l'Université Laval. Particulier pour 2 raisons. D'abord, on a vécu un moment difficile, alors que pendant une improvisation, on avait Nathalie Lévesque sur l'équipe, la petite rousse qu'on appelait, là, une petite bombe d'énergie de Campbellton, qui demeure une de mes joueuses préférées parce que j'ai rarement vu quelqu'un en improvisation autant être capable de masquer le fait qu'elle sait pas qu'est-ce qui se passe. Nathalie était d'une grande naïveté, smart là, mais naïve, puis souvent, elle était peut-être pas nécessairement au courant d'exactement qu'est-ce qui se montait si la trame de l'impro était un peu complexe, mais ça ne paraissait jamais. Hallucinant. En tout cas, elle est en train de jouer, écoute, on est à la QI, et pendant une impro, en finale, Nathalie, elle joue un soldat, fait qu'elle est très intense. C'est une impro toute seule? Toute seule. Oui. Puis tout à coup, elle a eu de l'avoir une hésitation, elle a regardé vers le banc, son meilleur ami dans l'équipe, c'était Alain Basque, capitaine, puis elle est venue vers lui, elle a juste dit Alain, puis elle s'est rendue juste à lui, puis il est tombé dans les bras, elle est tombée évanouie, elle a perdu connaissance pendant une impro, en finale de la QI. Et là, tout le monde est étonné, le monde ne comprenne pas, parce qu'au début, le monde pense qu'elle fait de l'impro, là. Mais nous autres, on a cliqué vite qu'elle avait perdu connaissance. Fait là, paf, arrête le match, on la transporte en coulisses, puis c'était juste une grosse fatigue, très peu mangée, déshydratée. Avant le match aussi, elle avait éprouvé elle avait dit là, qu'elle était plus capable. Ouais. On a fait demi-finale, finale, une après l'autre, sans pause. C'est toi qui coachais, hein, Michel? Ouais. Ben, c'est moi qui ai fait le time-out à l'arbitre, là. Puis là, après ça, t'avais les animateurs du match, là, les analystes en train de dire, c'est-tu bien une stratégie de Moncton? Oh my God. Ouais. Fait que là, on est en coulisses, puis là, puis les paramedics viennent, puis tout, puis ils s'occupent de Nathalie, mais clairement, elle ne peut pas finir le match, mais là, la finale, il faut qu'on la finisse. Elle va être correcte, là, on sait, elle a repris connaissance, puis elle va être correcte, mais il faut qu'on finisse le match. Fait là, l'arbitre se demande, avec les organisateurs, qu'est-ce qu'on fait avec cette impro-là? L'impro qu'elle était en train de jouer, qui était une comparée, que l'autre équipe avait déjà joué leur impro, je pense, à Ottawa, puis là, c'était à nous autres. En tout cas, et les organisateurs et l'arbitre décident que quelqu'un de notre équipe doit aller finir l'impro. Ben voyons. Faut aller comme une compléter poursuite, ce qu'elle avait. Il fallait compléter ce qu'elle a commencé. Il faut la finir parce que ça prend un vote là-dessus. Puis là, tout le monde est en état de choc. Puis Alain, qui est le capitaine, puis c'est le genre de responsabilité qui incomberait au capitaine, mais lui, il est tellement proche de Nathalie, il est bien plus ébranlé. Je dis, gars, moi, je vais y aller. Et je suis allé finir cette impro-là. Pire moment d'impro de ma vie. Il restait, je sais pas, 2 minutes. Désagréable au maximum. Mais fallait le faire. Mais Yves, t'as joué avec la LNI. Il y a eu un match spécial avec la LNI. À ça. J'ai dit qu'il y avait 2 choses de le fun. Ben, c'est ça. Ou de particulière. Oui, j'allais dire ça, c'était pas le fun. Ça, c'était particulier. C'est comme du karma, là. Ça m'a marqué. Maintenant, si on retourne plus tôt dans le tournoi, la soirée d'ouverture, en effet, les organisateurs du tournoi, avaient invité 4 membres de la LNI à jouer un match. Donc, ils faisaient une équipe de la LNI et pour d'autres équipes, il avait pris un membre de chacune des 8 ou 9 équipes qu'on était, là. Puis, je me souviendrai toujours, comme, je sais pas, une semaine ou 2 avant la dernière pratique d'étoiles avant qu'on parte d'ici. On a notre pratique étoile et faut qu'on décide entre nous autres qui va représenter Moncton au sein de cette équipe-là pour le match spécial avec la LNI. Puis on veut tout, là, je veux dire, on est tout excités, c'est la LNI. Il n'y a pas grand geste de mes pères qui m'ont fait plus plaisir dans ma vie que quand le reste de l'équipe a voté pour que ce soit moi. Je suis encore ému quand j'y pense parce que je suis pas convaincu que j'étais le meilleur joueur de l'équipe, je sais pas. Les choses ont fait que la gang a dit non, c'est Yves qui va jouer ça. On a fait un vote, là, du papier, manabé, je me souviens pas. Mais en tout cas, ils ont voté pour moi. Fait que j'ai pu jouer ce match-là, puis dans les 4 membres de la LNI, il y avait Robert Gravel. J'ai pas joué d'impro en même temps que lui, mais j'étais sur un banc face à lui, ça reste spécial. Ouais. J'ai joué 2 impros vraiment le fun, avec Louis-Georges Girard, entre autres. Puis j'ai joué la 2e impro du match. Puis c'est Marie Michaud qui est de l'autre côté,
qui rentre face à moi. Puis, tu sais, quand t'as le feeling, l'impro a commencé où on établit assez rapidement que je suis comme un auteur qui est comme en manque d'inspiration. Puis elle est mon épouse. Puis elle est un petit peu exaspérée parce que ça avance pas mon affaire. Fait que, tu sais, là. Mais son attitude à elle, dans l'impro, moi, j'ai eu le feeling que c'était un petit peu, bon, on va lui montrer comment ça marche l'impro, ces petits jeunes-là, là, tu sais, là. Nous autres, on est de la LNI, on sait... Peut-être que c'était pas comme ça qu'elle sentait, mais j'ai eu ce feeling-là. À un moment donné, elle se met à me bavasser, puis ça a pas de bon sens, puis t'es pourri, puis t'es pas capable d'écrire, puis ta vie mène à rien. En tout cas, là, je la laisse aller pour un bout, je la laisse se crinquer comme il faut, puis me descendre. Puis à un moment donné, il faut qu'elle respire, fait qu'elle arrête de parler. Et je dis juste, merci chérie, je savais que tu serais là pour me supporter. Puis là, il y a eu un gros rire, puis là, on dirait qu'elle a fait, ah ok, c'est correct. C'est comme si, il y a vraiment eu comme un double sens à mon message, puis ça a comme, puis le reste de l'impro était comme plus convivial, plus le fun. J'ai réussi à aller chercher un rire de Boom. Éric Boom Boom Morneau, s'il y en a vous qui le connaissent, savent qu'il y a un rire qui est très marquant. puis dans ce match-là, la gang de Moncton sont assis. On est dans une salle, je connais pas la salle, mais à l'Université Laval, mais ils sont assis, c'est comme au 3e balcon, genre ils sont là-bas en haut. Mais puis on fait une impro, c'est une niaiserie, mais je rentre dans un bar comme un cowboy, là, tough, là, avec les portes battantes puis tout, là. Une démarche de gros tough, là, puis je fais comme si je m'accote sur le bar, puis je commande avec une petite voix, là, un coke aux cerises avec de la glace. Tu sais, là, c'est une niaiserie, mais j'entends mon boom rire en haut, puis ça m'a tellement comme motivé, là. Ouais, c'est le fun. J'ai eu un bec sur la bouche de Louis-Georges Girard aussi, dont je me souviendrai toujours, dans une impro qui s'intitulait L'auberge du bon plaisir. C'est bol, t'as des souvenirs très très spécifiques de quelque chose qui est arrivé avant que le Christ soit né. Ouais, presque, juste avant la télécouleur. J'oublie des affaires importantes des fois, il y a des gens de mon entourage qui me le reprocheront, mais ouais, j'ai une drôle de mémoire. Fait que ouais, c'était une belle expérience. On a fini par la perdre, là, cette finale-là, dont je parlais tantôt, là. C'est intéressant parce que on a vécu un moment spécial où est-ce qu'on demeure convaincu à ce jour que le prix, parce que l'équipe qui gagne, l'Université d'Ottawa, l'équipe qui gagne reçoit la coupe universitaire. Puis on avait, nous autres, en 93, la QI était ici, puis on avait remis un prix de consolation à l'équipe finaliste. Là. Ouais. Puis là, cette année-là, l'équipe gagnante a reçu cette coupe-là et un prix aussi là, des peintures, je sais pas trop que c'était là. On demeure convaincu que c'était destiné à l'équipe finaliste, mais on se faisait pas particulièrement aimer. C'était dans un temps où les grosses universités québécoises étaient un petit peu inconfortables avec le fait que une gang de petits culs acadiens pouvaient leur tenir tête. Puis Ottawa avait gagné une coupe de cuit avant ça aussi. Oui. C'était Ottawa puis Moncton. Ottawa-Moncton, ouais. Genre de choses. Fait que peut-être qu'il y avait de ça. Ouais, ça fait... Puis écoute, je fais peut-être des projections, mais on avait ri de ça. Puis c'est peut-être le propre de 2-3 personnes. J'ai aucune intention de généraliser ça à toute la gang. Là. Puis je pense que c'est quelque chose qui est passé un petit peu avec le temps aussi. Ou peut-être pas. Bon. Ben, là, ça vient en cycle. C'est cela. Ça vient en cycle. Puis là, j'en ai joué un autre après 195. Oui. Sherbrooke. Puis ce qui est plate, c'est que je savais pas que ça serait ma dernière. Je l'aurais enjoyé différemment si j'avais su. Parce que, oui, QI Sherbrooke 95, ben le fun, là aussi, finale, qu'on a perdu contre l'Université Laval. Puis ce qui est arrivé, c'est que en 96, j'allais finir mon bac. En 96, ça aurait, je crois, été ma dernière QI. Sauf qu'en 96, l'Université Saint-Boniface s'était engagée à organiser la coupe assez tard dans l'année, là, en janvier, genre, ils ont perdu du financement. Puis à cause qu'ils perdaient ce financement-là, ben, parce qu'ils allaient défrayer une partie du transport de tout le monde, parce que là, c'était pas mal plus cher, fallait y aller en avion puis tout. Fait que la QI a tombé à l'eau. Leur annulation s'est faite trop tard pour qu'une autre université choisisse d'organiser. Fait qu'en 96, il n'y a pas eu de QI. Fait que j'ai comme perdu ma dernière QI. J'aurais toujours une petite crotte sur le cœur. Pour ça, là, j'ai comme pas pu boucler ma boucle comme du monde. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, t'étais à Ottawa pour un petit bout, c'est ça? Ou est-ce que... Ouais, après que j'ai gradué, moi, je suis allé à Ottawa pour 3 ans, travailler là-bas. Pas fait d'impro? Puis pas d'impro ce temps-là du tout, non. Je me gardais à l'affût un petit peu, là. Je restais en contact. Michel avait des jeux le fun sur Internet pour la gang d'improvisateurs. Fait que je restais en contact avec la gang d'impro. Tu sais, c'était encore nos chums. Puis, ouais, je fais plus rien sur Internet à cette heure. Non, je sais, ouais. Un jour. Si vous écoutez le podcast en balado-diffusion, si vous écoutez le podcast en podcast, c'est ça que je viens de dire dans le fond. Hein. Dans le fond, ouais. Un petit peu. C'est pas très smart. C'est pour ça. Je me tiens loin de l'Internet. Dans le dictionnaire, que tu regardes la définition de redondant, ça dit voir redondant. Fait que, ouais, non, c'est ça. Pas, Isabelle. Moi, je trouve ça drôle. 3 ans en 99, je suis revenu d'Ottawa. Pour ça, t'es enseignant de profession. Moi, je suis enseignant de profession. Mais à Ottawa, j'enseignais pas. J'avais fini mon bac en éducation. Je suis allé là-bas. Ma blonde allait faire une maîtrise en sciences des religions. Je l'ai suivi là-bas. J'ai travaillé avec mon oncle
développement de projets fédéral, toutes sortes d'affaires, ben le fun. Puis là, on est revenu, j'ai pogné une job en enseignement, puis même si j'étais pas à l'université, j'ai disputé une dernière saison de l'ICUM quand même. La l'ICUM m'a tendu la main, puis il y avait un petit creux au niveau de la participation, puis ça manquait un petit peu de vétérans. Je suis venu disputer une dernière saison avec les Bleus, qui était comme un bon petit cadeau. De façon un petit peu de finir, parce que ma unfinished business de la QI de 96, c'est comme si que j'ai récupéré ça là un petit peu. Mais non, pas d'impro, mais là, c'est ça, je me suis mis à enseigner à l'école à Polyvalente Louis-Giroux-Bichot à Chédiac. Ça a pas été long que j'ai parti de l'impro là. Ça a été une belle expérience. J'ai enseigné là pendant 6 ans, puis j'ai coaché de l'impro pendant 6 ans. J'ai vu toutes sortes d'improvisateurs ben le fun passer par là. Puis là, j'ai compris ce que ça pouvait faire pour des jeunes, l'impro. Mais je l'ai vécu différemment de ce que j'avais vécu comme joueur. Je voyais des jeunes qui ressemblaient à ce que moi j'étais, mais qui étaient aussi très différents. Mais je les voyais grandir puis gagner en confiance là-dedans. Puis il y a plusieurs de ces gens-là avec qui j'ai gardé contact. J'ai des amis Facebook qui sont des jeunes que mon seul contact avec eux autres, c'est que je les ai coachés en impro. Mais ça a été des belles années. On a perdu une demi-finale de Gogun pas mal serrée contre Hamilton l'année qu'ils ont gagné. Non, on a eu bien du fun. Puis tu coachais aussi l'Université de Moncton à travers ça, là? Ouais, 2001-2002. Ça, c'est un autre aventure intéressante. Luc Leblanc devait être entraîneur de l'équipe étoile en 2001, le QI 2001, mais il y a eu un engagement théâtral, il pouvait plus s'occuper de l'équipe, puis ça m'a été offert. Quelqu'un de l'équipe étoile, je sais pas. Ça te tenterait-tu? Oui, ça me tente. Mais il y a des membres de l'équipe que je connaissais pas, parce que ils venaient d'arriver à l'université, moi j'étais plus à l'université, puis j'allais pas nécessairement régulièrement voir les matchs. J'avais un bébé, puis ça me gardait occupé, mettons. Fait que mon premier contact comme nouvellement nommé coach avec l'équipe étoile, ça a été à l'improvisaton, début janvier 2001. Fait, je pensais, je vais aller faire un tour à l'improvisaton, l'équipe étoile va être là, je vais aller jaser avec eux autres un peu, tu sais, là. Alors, quand j'arrive à l'improvisaton, à la table, à l'accueil, où vendre les billets, c'était Philippe Saint-Onge, qui faisait partie de l'équipe étoile, mais qui ne me connaissait pas. Moi, je savais il était qui, je l'avais déjà vu un petit peu. Lui, il me connaissait pas. Alors, quand j'arrive à la table, il dit bonjour, il dit c'est $2, je sais pas trop, tu sais, il me demande de payer. Ah, ben, j'ai dit non, moi, je paye pas. Il a comme resté bête. Je l'ai regardé, j'ai dit, je suis ton coach. Puis il a fondu. Ceux qui connaissent Phil Saint-Onge vont savoir qu'il était gêné, puis il s'en voulait de pas avoir su qui j'étais, puis c'était moi je trouvais juste ça drôle, là j'ai joué avec ça. Mais ouais, c'était une superbe expérience, 2 QI à Sherbrooke d'abord, où ce que Moncton pour la première fois a réussi à gagner un match contre UQAM, depuis qu'UQAM était une force. Il y avait une superbe rivalité qui s'était établie depuis 97 avec Moncton puis UQAM. Puis c'est la première fois que Moncton réussissait à les battre dans un match, et ce match-là est légendaire, surtout parce que il y a eu 7 impros dans le match et Basse Lévesque a joué dans les 7. Il y a des fois où quand quelqu'un joue beaucoup, le public peut venir tanner de voir tout le temps la même personne, mais Basse a réussi à faire ça dans un match où je suis convaincu qu'il y a personne qui est tanné de le voir, parce qu'il était différent et habile et subtil et constructif à chaque fois. Mais le plus magique, c'est qu'il est tombé dans une zone, la zone, quand le match a été fini, puis on était bien content parce que ça avait été un superbe de match. Les deux équipes ont joué une grosse game, c'était wow. Fait qu'on ramasse nos affaires, on sort de là. Ça doit faire au moins une demi-heure que le match est fini par ce temps-là, puis on est en train de jaser, puis il y a quelqu'un qui dit, Geneviève Arsenault dit, en tout cas, je peux pas croire qu'on a battu UQAM. Basse, arrête de marcher. Minute, il dit. On a gagné. Il avait aucune idée qu'on avait remporté la victoire. Il était tellement, il s'est abandonné complètement à l'impro. Il avait pas d'idée c'était quoi le pointage. Il savait que ça avait bien été. Il savait qu'il avait bien joué, que la gang, mais il avait aucune idée qu'on avait gagné jusqu'à une demi-heure après. Alors que nous autres, on était tout excités parce que finalement, on avait battu UQAM. Fait pour lui, c'était pas ça autant que le fait que le show avait été un show de qualité. Puis ça m'a toujours resté, Basse reste un modèle pour moi, là. Tu dirais-tu que t'es plus vu toutes tes expériences de coaching, vu que t'es un enseignant, vu que, si je ne me trompe pas, t'as aussi développé des ateliers pour enseignants où ils peuvent intégrer des techniques ou valeurs d'impro en classe, dirais-tu que t'es plus formateur que joueur maintenant, ou tu sens encore cette flamme-là, là? Je suis définitivement plus formateur que joueur. Content que j'ai pu jouer l'été dernier aux Zèbres d'Or, m'essayer de nouveau à jouer. Ouais, c'était pas fameux, là. Non, c'est venu confirmer que non, mais c'était ça la dynamique d'équipe. Oui, on faisait semblant. Moi puis Yves, on était les deux pires. C'est ça. Okay. On était facilement les deux poteaux. Mais non, ça a été agréable. Je pense que je suis encore capable de jouer un peu.
Mais avec le temps, je trouve même que je suis meilleur arbitre que joueur, probablement. Mais oui, plus formateur que joueur depuis un bon bout de temps. Ben, il y a de la formation dans l'arbitrage, là, ça fait oui, partie. Absolument. Ouais, puis je pense que je l'approche comme ça pas mal. Les gens te connaissent comme, du moins la légende. La légende veut que ta force, c'est en rime. On a même une question à ce niveau-là. Question. N'est-ce pas, Isabelle? Oui, oui. Chloé Allard sur Facebook demande justement, est-ce que tu as des trucs pour la rimer? On sait que tu es le connaisseur de la chose. Tu vois, puis elle, ça, c'est une jeune joueuse qui te connaît juste à travers la légende. C'est ça. Je parlais du Zèbre d'or tantôt, puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, on a joué un match, puis la seule impro qu'on a réussi à perdre, c'est la rimée que j'ai jouée. Je leur avais dit, c'était trop hypé. Moi, il y a des choses que j'ai appris vite. C'est sûr que avoir du vocabulaire, ça aide, et donc le fait que j'étais un grand lecteur toute ma vie, ça a contribué à faire de moi quelqu'un qui est capable de faire des rimées. Mais oui, il y a des trucs, c'est certain. Quand vous posez cette question-là, je pense que ce soit moi ou Michel qui est habile en rimer aussi ou d'autres vont finir souvent par donner des réponses semblables. Les meilleurs trucs, c'est de faire des longues phrases. Donc, idéalement, si on peut faire des alexandrins, c'est bien beau, là. Mais ça n'a pas besoin du 12 pieds, mais c'est sûr que plus longue est la phrase, plus j'ai de temps à penser à ma rime. C'est difficile de faire des rimes avec des petites phrases de 2-3 syllabes. Et c'est certain que l'idéal, c'est d'aller vers des rimes faciles. Les rimes en « et » sont faciles, puis les « i », puis les « a », c'est des béquilles relativement faciles. Puis ce qui est le fun, c'est que si dans le caucus, tu peux penser à une rime plus difficile qui fit avec le thème, là, à ce moment-là, ça devient le fun, tu sais, là. C'est un impro par rapport à l'espace. Qu'est-ce qui rimerait avec, Saturne, tu sais, là, Saturne, urne, peut-être. Peut-être que tu pourras rentrer ça dans l'impro. Mais des longues phrases, t'appuyer sur des rimes relativement faciles. Faire attention à la dynamique. Les rimés sont souvent des improvisations mixtes. Tu veux pas interrompre l'autre. J'ai vécu des situations à la QI, justement, en 93, là. Je me souviens que j'ai joué une rimée, et chaque fois que moi je disais une phrase, l'autre m'interrompait, puis elle déballait 2 phrases qui rimaient. Pif paf. Puis là, moi, j'avais pas rimé. Comme j'ai fini par avoir une punition de non-respect de la catégorie, mais je me suis tellement fait couper souvent, ça m'a tellement écœuré, que s'il y a de quoi que j'ai retiré de ça, c'est je ferai jamais le même coup à quelqu'un d'autre. C'est beaucoup un jeu de respect, là, à ce moment-là. Énormément. Fait, des fois, mais ça devient touché parce que des fois, l'autre lance une phrase, puis tu sens qu'il y a pas de rime. Puis peut-être que tu as le goût de le dépanner. Fait que des fois, ça peut être correct si l'autre a dit une phrase, de toi envoyer une phrase qui rime avec. Mais fais-le pas trop rapidement, laisse-le finir sa pensée. Fait qu'il y a un équilibre qui est pas nécessairement facile. 2 joueurs de niveaux différents, des fois aussi, ça va pas être facile. Puis l'erreur qu'on fait souvent dans la rimée, qu'on va aussi faire dans la chantée, par exemple, c'est on a peur des silences beaucoup plus que dans une libre. Puis dans une rimée ou une chantée, il peut y avoir des moments où on parle pas, où on chante pas, là. Je pense que c'est sûr que si c'est une rimée de 3 minutes puis on parle juste pour 20 secondes, là, ça marche plus, là. Tes gestes peuvent rimer so much, là. Mais il peut y avoir des moments où t'es simplement en train de faire quelque chose puis t'es pas en train d'en parler. Puis je pense que ça, c'est une obsession aussi. On veut remplir absolument le silence. On veut constamment être en train de bâtir des rimes. Parce que ça se veut verbomoteur, fait qu'on... Exactement. On se met dans ce gear-là. Mes 3 conseils, longue phrase, rime facile, puis respecter certains silences. Une chose que j'ai aussi appris de toi, c'est tu veux rimer avec Saturne? Mm-hmm. Parle jusqu'à ce que tu rimes avec Saturne, mais dis pas le mot Saturne. Puis là, après ça, tu feras une longue phrase avec le mot Saturne. Oui. Tu sais, comme on est dans l'espace, puis on trouve ça plate, on est taciturne. Mais inquiète-toi pas, parce que l'anneau s'en vient, on voit Saturne, comme quelque chose comme ça. C'est ça. J'ai pensé à Taciturne. Ah, c'est bien, c'est le fun. Bravo. Non, c'était bien. Mais puis, c'est comme ça c'est ta technique. Oui. Là, puis l'autre chose j'imite, aussi, là. c'est... Puis ça aide aussi d'avoir fait un peu de lecture, mais de jouer avec l'inversion des phrases. Tu le parlant Yoda un petit peu, là. Tu sais, là, de mettre le verbe avant le sujet, puis de juste virer ta phrase à l'envers, puis de finir avec l'adjectif ou le complément, ou juste... Tu veux finir avec le bon mot pour que ça rime. C'est ça. Fait que d'accepter que tu vas faire une tournure, puis ça fait, honnêtement, ça donne aussi un son un petit peu plus poétique. Une erreur à éviter, puis c'est la raison probablement pourquoi l'été dernier j'ai perdu cette maudite rimée-là, là. Je suis tombé dans un piège que je recommande souvent aux gens d'éviter. J'ai joué une improvisation rimée et je me suis donné une attitude plutôt poétique. Et c'est pas nécessaire. J'avais un personnage qui était comme rêveur poétique. Des fois, ça peut marcher, mais c'est pas nécessaire. Puis ça peut enlever. Mes meilleurs rimés, c'est quand je suis juste un gars bien ordinaire qui parle de façon bien normale. Ben ça donne que mes fins de phrase riment. C'est à ce moment-là. Puis là, ben, quand tu joues de l'impro un petit peu plus, puis tu joues des rimés un petit peu plus, tu peux peut-être t'amuser avec des schèmes de rimes. Surtout dans une comparée où ce que tu as la chance de pas te faire couper ou de pas couper l'autre, puis de parler plus longtemps sans que ça paraisse rude, là, ben tu peux t'amuser avec des schèmes de rimes de A, B, B, A, ou tu sais là, A, B, A, B, pour varier un petit
peu. C'est pas des techniques que j'essaierais dans une mixte, parce que là, tu vas soit prendre la parole trop longtemps puis écraser l'autre, ou tu vas te faire couper avant que tu aies rimé. Tu vas faire du A, B, A, B, là. Ben, tu vas faire A, B, puis l'autre va parler, puis toi, t'as pas rimé, là. Fait que, parce qu'on a la tendance à se donner 2 phrases. 10 en 2, je vais en dire 2, 10 en 2, je vais en dire... C'est la norme, un petit peu, là. T'es un joueur vraiment lettré, ça paraît. Comment est-ce que tu te décrirais en général? C'est quoi ta démarche artistique, là, en tant qu'improvisateur, en général? Moi, je suis un improvisateur de réaction, beaucoup. C'est-à-dire que je suis pas un grand initiateur, qui peut être un défaut et une qualité, là. C'est-à-dire que j'ai pas tendance à prendre la lead beaucoup dans l'établissement de nouvelles idées dans une impro. Je suis pas en train de dire que c'est un conseil que je donne. Je me décris comme ça. J'ai évolué comme joueur comme ça. Puis, ça fait partie de ma personnalité. Je veux dire, si je joue au tennis, je suis un style de joueur qui est très défensif et réactif, qui est pas agressif. Je suis comme ça dans la vie. Et je suis comme ça en impro aussi. Puis souvent, je remarque, quand tu apprends à connaître des gens puis tu apprends à les connaître comme improvisateur, on découvre que notre style de jeu va souvent refléter un petit peu le style de personne qu'on est aussi. Puis je suis comme ça. Je suis réactif. J'ai le goût que des choses qui se passent. Je suis en impro comme dans la vie, je suis pas particulièrement à l'aise avec les silences. Je vais avoir tendance à les remplir avec des jokes. C'est un réflexe. Mais en improvisation, ça va faire que des fois, je vais vouloir parler quand ce que peut-être que j'aurais avantage à me taire un petit peu. Puis c'est peut-être pour ça que mon côté plus physique, plus mimé, c'est moins développé en impro, parce que j'ai eu tendance à tomber beaucoup dans le verbomoteur. J'étais un joueur qui parle beaucoup. Un petit peu étudiant du jeu, mais dans le fond, pas tant que ça. Je suis pas un excellent observateur des... Tu sais, je veux dire, je vais jaser d'impro avec un Basse Lévesque, par exemple, qui est quelqu'un qui observe beaucoup les gens, puis qui détecte certains comportements, puis qui va laisser ça teinter la façon qu'il va jouer. Je suis pas nécessairement de ce genre-là beaucoup. Je suis très, très mauvais dans l'imitation et la caricature. Moi, c'est une improvisation demande qu'on fasse des accents français ou qu'on joue comme des chats. Ou... C'est désastreux pour moi. J'ai encore cette image-là d'une impro-théâtre de la LIA. C'est pas pour moi. Je suis pas capable. J'ai besoin d'être beaucoup plus grounded, d'être beaucoup plus terre à terre dans ce que je vais faire, ce que je vais vivre. Mais en même temps, j'aime quand, une fois de temps en temps, dans une impro, j'ai l'occasion de créer quelque chose d'un petit peu plus flyé, plus rêveur. Mais ça, c'est pour ça que j'ai souvent beaucoup aimé des improvisations seules. Parce que à cause que je suis cérébral, puis je suis dans ma tête beaucoup, là, quand je peux jouer tout seul, souvent je vais jouer quelque chose d'impro, puis je suis en train de penser à qu'est-ce qui pourrait s'en venir. Puis le problème, des fois, avec d'autres joueurs, c'est qu'ils amènent ça ailleurs, puis ça me scrape tout, là. Mais quand je suis tout seul, je vois ce que je veux. Ça va pas nécessairement être bon, mais je vais me sentir plus en sécurité parce que j'ai ce certain contrôle-là. Ou quand je tombe dans une impro avec des gens qui vont vibrer un petit peu là-dessus, comme toi, Michel, par exemple. Des fois, on va avoir cette patience-là d'établir quelque chose d'un petit peu plus à côté de la traque. Puis là, je m'écoute tout de suite, là. Je trouve que je suis partout sans être nulle part parce que je suis en train de dire que je suis terre à terre, puis flyer. Je le sais pas, je pense pas qu'il y a une façon de décrire mon style. C'est une bonne question. Qu'il y ait du silence, mais j'aime prendre du temps pour rétablir du silence. Bonne question, affreuse réponse. J'aime jouer tout seul, mais avec les autres. Michel disait souvent, il n'y a pas de mauvais thème, il y a juste des mauvais improvisateurs. Là, tout de suite, c'était une affreuse réponse. Mais en même temps, c'est le fun. Mais l'autre chose que j'aime dire, c'est oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Puis en impro, c'est toujours ça. Oui, ce que tu as dit est vrai, mais aussi l'inverse est également vrai. Puis ça, c'est la complexité de l'improvisation. Ouais. C'est la raison pourquoi on en parle. Je pense que j'ai peut-être évolué aussi avec le temps. Je suis pas sûr que je joue de la même façon que je jouais. Quand j'étais à mon meilleur, en 94, 95, je pense que c'était mes meilleures années d'impro comme joueur. Je pouvais faire des choses. Là, j'étais bon en rimer, tu sais, ce temps-là. Puis j'étais même à la limite capable de me débrouiller si je tombais dans une impro plus physique, quelqu'un établissait cette vibe-là. Je pouvais donner pro avec Boom Mono, puis j'avais pas l'air si fou que ça. T'sais, c'était différent, c'était hors de personnage pour moi, mais en même temps, je pouvais suivre, mais il y a des choses comme ça que je peux faire aujourd'hui parce que je joue moins, puis 2, parce que je pense que j'ai changé, puis j'ai évolué, pas nécessairement dans ce sens-là. Ben, je pense que quand tu entreprends des rôles comme d'arbitrage, puis d'entraînement, puis ça change ton jeu, ça affecte ton jeu, parce que t'as une nouvelle perspective sur la discipline. Ouais, puis même comme entraîneur, je pense que les joueurs que j'ai coachés ont probablement eu une influence sur la façon que je vois le jeu, la façon que je pense le jeu. Ouais. Il y a du Marc Doiron dans toi? Non, il y a pas Marc Doiron dans moi. Il y a du pas Marc. OK. Pauvre Marc. Oh, hi Marc. Ah non, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que je suis pas capable de jouer comme lui. Unique en son genre. Un peu le ouais. Parlons de Clémence. Ah oui, donc? C'est ta deuxième plus vieille. T'as 4 enfants. J'ai 4 enfants. On s'est toujours moqué en improvisation de ta fertilité. Ben oui. T'es l'improvisateur qui a 4 enfants puis qui a eu ces enfants-là avant tout le monde. Oui.
T'es le premier à vraiment procréer et autant. Oui, il y a d'autres mondes qui ont eu des enfants avant, mais personne autant. Ouais. Ta deuxième, Clémence, a remporté cet été 2015, les Jeux de l'Acadie pour le Sud-Est. Ouais. On a plusieurs personnes qui l'ont vu jouer à cet événement-là, dont Isabelle, qui était ombudswoman au tournoi. Et il y a des gens qui ont posé des questions là-dessus. Lançons-nous. Randy Johnston sur Facebook demande est-ce que tu peux nous parler du fait que ta fille fait de l'impro, puis comment tu te sens par rapport à ça? Puis est-ce que vous en parlez à la maison? Est-ce que vous pratiquez à la maison? Vous faites des jeux qui un petit peu évoquent ce genre de choses-là quand ils étaient plus jeunes? Le formateur dans toi, là, comme c'est aussi le papa? Bonne question. OK. On fait pas d'improvisation formellement chez nous, non. Puis même des exercices d'impro, pas nécessairement. Sauf que, moi, s'il y a une chose que j'ai établie avec mes enfants, ça fait longtemps, c'est que le ridicule, c'est la santé. On est constamment en train de déconner. Ça fait aucun sens dans notre maison. Les gens qui arrivent chez nous, puis qui voient mes enfants aller, puis qui les entendent aller, puis avec moi aussi, en reviennent pas. On est complètement craqués, et ça, c'est mon plus grand bonheur. Fait que je pense qu'il y a ça. Moi, personnellement, ce que l'impro m'a appris, c'est à ne pas avoir peur du ridicule. Moi, j'étais quelqu'un, jusqu'à 11e année, jusqu'à temps que je commence à faire de l'impro, j'étais excessivement pogné dans moi-même. J'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi. La pire chose que je peux vivre, moi, à l'école secondaire d'Épiziguit, pour ceux qui sont déjà allés dans l'école, c'est une grande école, il y a une très grande cafétéria, puis il y a rien que je détestais plus que d'être obligé de traverser la cafétéria pendant le dîner, parce que c'était une longue marche où, je sais pas, j'ai peur de ma posture, je sais pas ce que le monde pense de moi, c'était affreux. L'improvisation m'a aidé à combattre ça énormément. Puis c'est même pas conscient, mais je pense que j'ai eu le goût d'inculquer à mes enfants le goût du ridicule. C'est pas juste que c'est correct, c'est que c'est le fun, puis ça fait du bien. Puis on peut dire des niaiseries constamment. Fait que il y a cette twist créative-là, je pense, qui habite mes enfants. Ils sont tous très différents l'un de l'autre. J'ai jamais eu le goût de pousser mes enfants nécessairement vers l'improvisation, mais je leur ai toujours dit, vous ferez ce que vous voulez tant que vous faites quelque chose. Ben là, c'est arrivé que c'est ça, parce que on ajoutait l'improvisation à la programmation des Jeux de l'Acadie. Ben, il a fallu créer des équipes d'improvisation. À l'intermédiaire. À l'intermédiaire, au Carrefour de l'Acadie. Ben, Clémence, elle a eu le goût. Elle avait vécu une expérience de théâtre l'an passé, ou l'année précédente, qu'elle avait beaucoup aimé. Puis, il y a pas mal de la même gang qui avait le goût de faire de l'impro. Ça fait que, elle s'est lancée là-dedans. Puis, c'est intéressant. On en jase des fois, surtout moi, j'ai le goût de savoir comment est-ce qu'elle vit ça, comment est-ce qu'elle aime ça. Des fois, avoir des insécurités parce que, elle est pas nécessairement la joueuse de premier plan. Fait que, là, comment est-ce qu'elle vit avec ça, comment est-ce qu'elle découvre un petit peu l'utilité de ce qu'elle fait dans ce contexte-là. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai des histoires à lui relater, là. J'ai des tournois où sur 7 matchs, j'ai joué 9 impro. Fait que j'ai joué ce rôle-là de 6e joueur de l'équipe, mais qui demeure important pareil, puis qui fait partie de la gang. Si l'équipe était juste 5, ce serait pas pareil. Fait qui ont des rôles à jouer. Moi, je l'ai vu vieillir beaucoup cette année, puis je pense qu'une partie de ça a été l'improvisation. Il y a aussi l'âge qu'elle a. Puis, mais l'improvisation, selon moi, a contribué à un certain gain en confiance chez ma fille, puis je l'ai vu chez des improvisateurs que j'ai coachés. Je suis content que c'est pas moi qui la coach. J'aime autant qu'elle apprenne ça de quelqu'un d'autre. On fait d'autres choses à la maison puis en famille, fait que ça vient compléter le portrait. Puis, as-tu pu la voir jouer? Je l'ai vu jouer à la régionale, la finale des Jeux régionaux du Sud-Est. Il y avait 4 équipes qui participaient, 4 différentes écoles. Puis là, j'étais là pour presque tous ces matchs. Puis ça a été le fun parce que je l'ai vu jouer des impros où elle s'est démarquée. Puis je l'ai vu jouer des impros où ça a moins bien été. Parce qu'on faut parler de ça aussi. On va jouer des impros qui sont pas particulièrement bonnes. Le style d'impro est-tu génétique? Es-tu reconnu dans... Un petit peu. Il y a une certaine timidité dans son jeu qui ressemble à moi. Moi, cette peur de prendre sa place un petit peu. Dans ce sens-là, malheureusement, elle me ressemble. Mais on jase de ça, on travaille là-dessus. Elle a des belles idées. Fait que là, elle est en train de gagner en confiance. Là, elle est en train de découvrir, par exemple, qu'à un moment donné, elle a fait quelque chose qu'elle s'attendait pas qu'il serait drôle, puis ça a été drôle. Puis là, ça l'a fait réfléchir. Si je fais ça, parce que c'était inattendu, le monde trouve ça drôle. Ça, c'était intéressant. Fait, elle est vraiment en mode apprentissage. Elle a le goût d'apprendre. C'est une expérience inoubliable. Puis, elle a joué à ces jeux régionaux-là, le public, à ce moment-là, c'était surtout les parents puis les autres équipes. Mais pas longtemps avant les Jeux d'Acadie, ils ont fait un match où ils ont fait jouer l'équipe du Carrefour de l'Acadie contre l'équipe de Mathieu Martin qui avait remporté cette année-là la Gougoune dorée, je pense, oui. Grosse année pour Dieppe. Grosse année pour Dieppe. Fait que là, ils ont fait un match à l'auditorium de Mathieu Martin. Les jeunes de 6 à 8, là, cette petite équipe-là, contre les expérimentés de 11-12e année, devant public. Alors, ça allait être principalement les élèves de 7e, 8e année, je pense, qui étaient là
du Carrefour. Donc, et quand elle a su que ce match-là allait exister, elle voulait pas jouer. Elle m'a dit, papa, je joue pas ce match-là. Ben, je dis, pourquoi? Ben, elle dit, là, c'est devant tous les élèves de mon école, c'est bien trop gênant. Ah, j'ai dit, OK. Ben, j'ai dit, est-ce que tu fais partie de l'équipe? Elle dit, oui. J'ai dit, veux-tu aller au jeu d'Acadie? Elle dit, oui. Ben, je dis, si tu veux aller au jeu d'Acadie, tu joues ce match-là. Papa peut pas croire que j'y mettais, genre, cet ultimatum-là d'en face, mais c'était pas une affaire de menace, c'est moi, je le savais, là, qu'elle allait vivre une bonne expérience. Mais j'ai été obligé de le forcer. Puis je dis, regarde, au pire, allez, je dis, tu t'assiras sur le banc, contribue des idées dans le caucus. Même si tu joues pas, c'est pas grave. Ben là, ça finit par être une bonne expérience. Parce que la gang de Mathieu Martin, c'est pas des caves, là, c'est du monde dans l'impro. Ils savent qu'ils sont là quasiment autant pour coacher ces petits jeunes-là puis les encourager avant les Jeux de l'Acadie. Puis c'était encadré par Impro NB. Puis je veux dire, c'est pas dans le vide. Tout ce monde-là baigne dans cette même univers-là il y a toujours un petit peu de compétition, là, mais c'est très positif, c'est pédagogique, il y a du soutien, il y a de l'entraide. Fait dans ce contexte, je veux dire, c'était 2 jeunes de cette équipe-là qui les avaient coachés toute l'année, les jeunes du Carrefour. Fait à quelque part, il y avait un lien, là. Alors, ça a été positif, ça a été une bonne préparation aussi pour les Jeux de l'Acadie. Puis moi, j'en reviens pas encore qu'aux Jeux de l'Acadie, la finale a été disputée devant à peu près 1500 personnes, avec des micros pis tout. Moi, j'ai jamais joué des gros matchs d'impro. Moi, j'ai jamais joué dans des grosses foules comme ça. Je veux dire, on cherche, là, on en trouve pas trop, là, des matchs d'impro, parce qu'il y avait autant de public, là. C'est impressionnant. Puis ils se sont comme laissés aller là-dedans. Puis c'était comme, on peut choisir d'être nerveux ou juste jouer. Très bien coaché, très bien encadré, très bien entouré. Puis elle m'en a parlé beaucoup de ça. D'apprendre à juste jouer, focuser sur le jeu, puis essayer d'avoir du fun. L'attitude, puis il y en a qui l'ont souligné aussi, là, ils finissent une impro, des fois qu'elle a moins bien été, ils ramènent pas ça sur le banc. Ça paraît pas. C'est le fun, c'est c'est... Tu sais, puis des fois, le monde va lever le nez un petit peu des fois là sur cet aspect quasiment têteux là de l'impro, là, de tout le monde est bon, tout le monde est fin, là, tu sais, là. Mais c'est pas ça. C'est juste une question d'établir une dynamique, puis de reconnaître que, sais-tu quoi, ce que tu as essayé là, ça a peut-être pas marché, mais guess what? Tu l'inventais à mesure. Puis je peux au moins reconnaître le fait que c'est ça, en soi, c'est impressionnant, même si c'était pas le meilleur spectacle que quelqu'un a vu. Fait dans ce sens-là, je trouve qu'il y a des beaux apprentissages, fait que papa est fier de voir sa fille aller, puis je suis comme content que c'est la première de la prochaine génération à se distinguer comme ça. Je trouve ça cool. Il y a une joueuse qui a joué dans ce match-là dont tu parlais avec Mathieu Martin, oui, qui nous a posé une question connexe. Ah ben pardon. Gabriel Gagnon demande sur Twitter, ayant été dans l'impro tellement longtemps, assez justement pour voir ta fille jouer elle aussi, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Wow. Probablement, mais moi-même, j'ai changé, puis j'ai changé non seulement comme joueur ou comme mon rôle d'encadrement, puis ça a changé au niveau de l'impro. Est-ce que le jeu comme tel a changé? C'est drôle, hein? Pas nécessairement beaucoup. Il y a des attitudes peut-être qui ont changé un peu. Ça a grandi. On a encore des choses à faire parce que c'est pas encore établi solidement comme on voudrait que ça le soit des fois, puis faut encore des fois essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'est l'impro. Faut encore des fois essayer de les convaincre que ça vaut la peine de soutenir ça ou de laisser utiliser un local ou de donner un petit peu d'argent ou de laisser les élèves manquer un après-midi d'école pour aller à un tournoi. Tu sais, on a encore du travail à faire, pas nécessairement le même qu'avant. Ça gagne un petit peu en crédibilité, puis honnêtement, les Jeux de l'Acadie, pour ça, je pense, vont venir contribuer beaucoup. Tu sais, de l'improvisation organisée au niveau 6e à 8e année, ça n'existait pas. Il y a déjà des écoles qui s'organisaient des choses un peu, là, mais en tournoi comme ça, l'addition de l'impro aux Jeux de l'Acadie, c'est le plus gros changement que l'impro a connu dans la province depuis bien longtemps. Là. C'est un énorme morceau. Puis je trouve ça le fun que la question vienne de Gabriel parce que c'était une des 2 entraîneurs de cette équipe-là du Carrefour. Fait que... Mais ça crée de l'engouement aussi, hein, les Jeux de l'Acadie, parce que même depuis les Jeux, je sais pas si ça vient des jeunes, je sais pas si ça vient des entraîneurs, mais j'ai eu des questions par rapport à comment est-ce qu'on organise un tournoi pour ces jeunes sites, juste à l'extérieur des Jeux. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Qui on doit contacter? Puis fait qu'il y a clairement déjà la piqûre dans ces jeunes-là, dans ces entraîneurs-là, d'en faire plus que même juste dans les Jeux. Puis absolument. Ça fait longtemps qu'on fait des choses, mais ça légitimise un petit peu, puis oui, ça crée cet engouement-là. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir de la demande. Moi, je pense que, par exemple, aux Jeux régionaux du Sud-Est, l'an prochain, je m'attends qu'il y ait pas mal plus que 4 écoles qui soient là. Je serais pas surpris qu'il y aurait 8 à 10 écoles qui seraient présentes. Parce que là, ils auront eu un petit peu plus de temps à se préparer, puis à y réfléchir, puis à voir le succès que ça a connu. Fait que, ouais, on est dans un bel endroit, puis je pense que, honnêtement, cet engouement-là, je trouve, ça vit un petit peu en parallèle avec le développement de tout ce qui est humour en Acadie, avec le stand-up qui prend de plus en plus de place, avec des spectacles d'humour, avec
au fil des ans, je pense qu'il y a quand même certains raccordements, là, donc il y a un engouement pour ça, fait que c'est moi je suis bien content d'où est-ce que ça s'en va. Là. On a peut-être le temps pour une dernière question. On n'a pas actually le temps pour une dernière question. On a peut-être le temps pour une dernière question. Patrick Hardy demande sur Facebook quel est le joueur ou la joueuse envers qui tu as le plus de respect ou eu le plus de fun de jouer avec? C'est mieux d'être moi? Wow. Non. Robert Gauvin m'a nourri beaucoup. J'ai senti qu'il me faisait confiance à des moments où je me faisais pas confiance moi-même. Puis c'était pour moi un grand joueur. Alors ça m'a marqué beaucoup. Jean-Sébastien Lévesque est quelqu'un que j'ai vu arriver dans la Lécume qui savait pas jouer de l'impro, mais c'est un homme excessivement intelligent. C'est un étudiant de l'humanité et lui a décidé qu'il allait devenir bon. Il est devenu de loin un des meilleurs joueurs d'impro que j'ai connu. À cause de ça, j'ai énormément de respect pour le fait qu'il a choisi de cheminer, d'apprendre, de se développer et encore aujourd'hui. Fait ça, c'est quelqu'un que j'admire et que je respecte beaucoup. Le plus facile ou le plus de plaisir à jouer avec, c'est sûr que je parlais de mes meilleures années tantôt, 94-95, où ce que je pense que, en termes de joueurs, j'étais à mon meilleur. Mon plus grand complice à l'époque, c'était Christian Chouinard. Il y avait quelque chose, on est tous les deux pas mal cérébral, verbomoteur, tous les deux, on faisait des études en sciences, on avait des intérêts qui se recouvraient, puis on avait des styles de jeu qui matchaient. On a souvent eu des beaux moments de facilité dans l'improvisoire. Ça a probablement été lui mon plus grand complice d'impro. En deuxième partie de l'émission, Yves, on va avoir la chance de discuter plus longuement, mais d'un sujet spécifique qui t'intéresse en particulier d'ailleurs, du rôle que peut jouer l'improvisation dans l'identité linguistique et culturelle. Donc restez avec nous, c'est après la pause. On est de retour, Michel Albert au microphone comme toujours, avec ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô. Et notre invité spécial pour l'épisode, Yves Doucette. Bonjour. Alors Yves, avec toi, on allait parler d'un sujet qui t'intéressait, qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire le rôle que peut jouer l'improvisation dans l'identité linguistique et culturelle. Puis en Acadie, évidemment, l'identité culturelle et linguistique, c'est un enjeu. Là. On vit dans un milieu minoritaire. Pour toi, lançons ça de même. C'est quoi le rôle de l'improvisation dans cette optique-là? Là? Ça se regarde de plusieurs angles. D'abord, regardez pour moi le côté expression. C'est-à-dire que moi, ou n'importe qui, pour se forger nos identités, puis je suis plus capable de parler d'identité au singulier. Moi, là, je pense qu'on a tous plusieurs identités, on porte plusieurs chapeaux, il faut commencer à reconnaître ça un peu plus. Pour forger, pour découvrir, pour clarifier nos différentes facettes identitaires, on a besoin, quelque part là-dedans, d'un mode d'expression, de communication. L'improvisation, pour moi, ça peut être justement ce genre de conduit-là, ce genre de canal d'expression où les improvisatrices, les improvisateurs peuvent un petit peu exprimer. C'est pas nécessairement... Tu sais, quand je joue de l'impro, je m'invente des personnages, je deviens plein, qu'est-ce que je veux, je fais des affaires qui sont pas vraies, mais il y a toujours au moins un petit morceau de moi dans tout ce que je fais en impro. Même si je crée un personnage très caricaturé qui vit des aventures qui ne ressemblent aucunement à mon quotidien, je ne peux pas, je pense, faire quelque chose en impro qui est 100% détaché de qui je suis. Il y a toujours au moins une partie de moi qui est en train de s'articuler, de s'exprimer. C'est pas nécessairement que je suis en train d'étaler puis de découvrir là, oh mon Dieu, je suis comme ça, moi. Non, c'est excessivement inconscient, je pense, la construction d'une identité, mais en exprimant des affaires, en explorant, c'est ce que ça me permet, l'impro, c'est de vivre des expériences, sans que ça coûte cher, puis j'ai besoin de voyager pour vrai, mais je vis des expériences avec d'autres gens, puis des fois tout seul, mais c'est en train de façonner ma façon de penser, ça me force à réfléchir à des affaires aussi ridicules que ça peut être parfois. Il y a des éléments de vérité et de réalité dans les impros, pas nécessairement la mienne, c'est pas la réalité des autres, ou quelque chose qui est réaliste sans nécessairement être réel, mais ça me fait réfléchir, ça me fait penser, et ça, veut pas, ça a un impact sur qui est-ce que je deviens. Moi, je pense, personnellement, je suis un ami différent de ce que j'aurais été si j'ai pas fait d'impro. Je suis un parent différent que je l'aurais été si j'avais pas fait d'impro parce que ça m'a fait vivre des choses. Parce qu'il y a le jeu comme tel, mais il y a aussi tout ce qui entoure l'improvisation, la camaraderie qui va autour, puis les interactions avec les gens, puis l'interaction avec le public. Mais juste le jeu, juste de jouer, puis de découvrir des choses, d'essayer des affaires, ça m'a transformé, puis ça m'a donné, tu sais, quand je disais qu'on a des identités multiples, je pense qu'une de mes identités à moi, c'est que
que je suis improvisateur. Même si je ne joue presque plus, ça fait partie des façons dont je me définis. C'est une culture en soi. C'est-à-dire, Oui. si on parle de... C'est pas une culture ethnique, si on veut, mais c'est une culture, ça a son propre vocabulaire, ça a ses propres valeurs qui sont partagées parmi ceux qui en font. Oui. Ou même des observateurs proches. Là. La culture d'impro, c'est un monde en soi. Mais ça, c'est pas nécessairement non plus notre identité culturelle ou linguistique. C'est comme notre identité personnelle. Ouais, mais quand on parle d'identité culturelle, linguistique, on navigue toujours dans à la fois les identités individuelles et collectives. Des fois, ça se dissocie, puis des fois non. Puis c'est pas super important c'est pas important que moi je sois capable d'identifier de façon isolée mes différentes identités. Je pense que c'est important que je reconnaisse que j'en ai plusieurs, que j'ai des identités qui sont très personnelles et individuelles, les aspects de ma personnalité, puis le fait que je suis un père, c'est très, même si ça naît d'une interaction avec mes enfants, ça m'appartient à moi, mais j'ai aussi des identités plus collectives, je fais partie de la francophonie, je fais partie de l'Acadie, tu sais, je suis néo-brunswickois, je suis canadien, tout ça, donc, mais en même temps, c'est que je pense qu'on se fait des illusions des fois au niveau des identités collectives. Exemple, je suis acadien. Ben, on est bien du monde qui est acadien. Une étiquette qui est intéressante parce qu'il y en a qui s'accrochent à cette étiquette-là, puis d'autres non, puis des fois on essaye de la forcer, puis je suis pas sûr que l'étiquette est très importante, mais C'est pas juste une sorte d'acadien de toute façon. c'est ce que j'allais dire. Même si je prends le pool de tous ceux qui se disent acadiennes et acadiens, ce monde-là sont pas tous pareils. Je pense qu'on peut trouver certains référents communs, puis encore. Fait, c'est une étiquette qui est relativement large. Il y a des étiquettes qui sont beaucoup plus précises, les identités. Tu sais, si je regarde, par exemple, je sais pas, moi, je fais partie d'une identité qui est être papa. Bon. Les autres papas ont en commun avec moi, au minimum, le fait qu'ils ont au moins un enfant. Voilà. Autre que ça, on peut être complètement différent. Mais, il y a ce lien-là. Dire qu'on est acadien, ça nous accroche à quelque chose qui est probablement régional ou linguistique. Mais après ça, on peut découper là-dedans puis le vivre de toutes sortes de différentes façons. Fait que je suis même pas sûr que c'est... Puis j'en jase souvent parce que je parle de ça beaucoup. Je suis enseignant. Fait qu'avec mes élèves, on a des discussions souvent au niveau de l'identité, au niveau de la langue, au niveau de la culture. J'ai des élèves qui ne se disent pas acadiens. On peut avoir la définition qu'on veut. Moi, j'ai une définition à moi qui m'appartient de qu'est-ce que c'est qu'une acadienne ou un acadien. Pour moi, si tu vis au moins une partie de ta vie en français, dans les provinces atlantiques, pour moi, t'es acadienne ou acadien. C'est pas une définition universelle, c'est la mienne. Il y a d'autres gens, pour en avoir jasé, je sais qu'il y a d'autres gens qui voient ça comme moi. Il y en a d'autres que non. Fait ce que je dis aux gens après ça, c'est garde. Parce que, je sais pas, moi, je jasais par exemple avec une enseignante, elle est originaire du Québec. Elle enseigne au Nouveau-Brunswick en français, ça fait, je sais pas, 15 ans. Et elle me disait, moi, je suis pas acadienne, je suis québécoise. Ma première réponse, c'est pourquoi tu peux pas être les deux? Parce que on a ce besoin-là d'avoir une identité. Quand il y a eu le Congrès mondial acadien dans le Nord-Ouest en 2014, on entendait souvent, je suis pas acadien, je suis braillon, ou vice-versa. Et mon réflexe était toujours, pourquoi tu peux pas être les deux? Mais c'est parce qu'on dirait socialement, on a appris l'importance, ou on s'est inventé l'importance de pouvoir se caser dans une boîte. Je peux pas avoir plus qu'une identité. Puis je vis ça avec mes élèves qui sont de façon très nombreuse issus de familles exogames. Il y a un parent francophone, un parent anglophone. Ils ont peur de s'identifier comme francophones parce que c'est comme s'ils écrasent le côté anglophone de leur identité. Alors, ils vont se dire simplement bilingue. Puis là, il y a une mot qui faut sauter en l'air, ben là, bilingue, c'est pas une identité. Puis c'est-tu quoi? Si tu sens comme si le mot te décrit, then fine, c'est ton identité. Je trouve qu'on s'arrête trop souvent à l'importance de l'étiquette. Moi, ce que je finis par dire à ces jeunes, c'est, regarde, si tu te dis pas acadien, l'enseignante, là, si tu te dis pas acadienne, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Ce que tu ne peux pas nier, c'est que tu contribues à la société acadienne. Tu fais partie de la société acadienne parce que tu contribues aux faits francophones par chez nous. Fait que ça, pour moi, c'est un incontournable. Puis partons de là. Parce que on parle d'impro surtout. Oui. En impro, tu viens nous expliquer comment notre identité contribue aux improvisations parce que on met de nous là-dedans tout ça. Si on renverse ça, si on le renverse puis on dit, bon, ben, qu'est-ce que l'impro amène à la société acadienne, comme tu viens de le présenter? Est-ce que l'impro, c'est un promoteur d'une certaine identité? Est-ce que c'est un promoteur de la culture acadienne? À 200%. D'abord, c'est un moteur de développement identitaire. Les jeunes nous disent souvent que une des plus belles occasions où ils définissent leur identité, c'est quand ils sont dans des grands rassemblements. Alors, quand tu as des tournois d'impro, des ligues d'impro, de l'impro au jeu d'Acadie, quand tu réunis plein de jeunes et qui peuvent se comparer à des jeunes d'ailleurs, pas trop loin, mais un petit peu ailleurs en province, ailleurs des maritimes, ailleurs en Atlantique. À ce moment-là, le jeune, par réflexe, tombe dans un mode de comparaison. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a de différent? On se définit comme ça. On apprend à se connaître comme ça. Alors, l'improvisation, d'abord par ces échanges comme ça, vient contribuer à la définition de diverses identités au sein de l'Acadie, définitivement. Et aussi au niveau des identités individuelles. Les improvisatrices, les improvisateurs qui
vont vivre ces expériences-là de contact avec les autres, d'expériences d'improvisation, sont en cheminement pour mieux se connaître eux autres mêmes. Parce que dans le fond, c'est ça. Si je parle d'identité, il faut que j'apprenne à connaître qui je suis, mais pas juste qui ce que je suis, parce que on n'est jamais des produits finis. L'expression qu'on utilise dans le domaine, en éducation, surtout, on parle de construction identitaire. Je déteste cette expression, mais elle est passée à l'usage, on peut pas s'en départir. J'aime pas l'expression parce que quand j'entends construction, je pense que ma construction de maison, et ça sous-entend deux choses. Je pars avec un plan, puis à un moment donné, j'ai fini. Alors que la construction identitaire, je pars pas avec un plan et j'ai jamais fini. Ça ne finit jamais. C'est une évolution identitaire. Constamment. C'est un cheminement identitaire, évolution. Oui, maintenant, si on peut juste se rentrer dans la tête que quand on parle de construire son identité, ça veut dire ça. Ça veut dire d'abord découvrir qui je suis, mais aussi constamment être à l'affût de qui je deviens, de qu'est-ce que je deviens. Puis c'est ça qui est important, puis l'improvisation est le fun pour ça, parce que ça me permet d'expérimenter plein d'affaires, de jouer des choses. À un moment donné, inconsciemment, je vis des choses là, je vais vivre des émotions, des fois, je vais vivre des fausses expériences, mais des expériences pareilles, qui vont façonner un petit peu, non seulement qui vont me permettre de mieux voir comment est-ce que je réagis dans telle ou telle situation, ça m'aide à me connaître, mais aussi, ça c'était le fun, j'ai le goût de refaire ça, ou, hey, cette personne-là est intéressante, ou tu sais, ça peut être aussi niaiseux que dans une improvisation, à un moment donné, je sais pas moi, dans l'impro, on se met à voyager, ben, il y a des gens qui, après avoir vécu une impro à propos de voyager en France, vont, peut-être inconsciemment, mais pour vrai, avoir le goût de voyager à un moment donné. Fait, ça peut être aussi têteux que ça, mais c'est une réalité. Parce que moi, pour devenir quelqu'un, il faut que je fasse quelque chose. La construction identitaire, c'est un processus qui est actif, qui est un engagement. En improvisation, puis on le dit souvent, vous avez coaché, vous le savez, en improvisation, c'est bien beau de dire des affaires, à un moment donné, fais quelque chose. Ben, dans la vie, c'est la même chose. Puis pour bâtir mon identité, j'ai beau dire, ah, ça serait donc le fun, ah, ça serait donc le fun, ah, j'aimerais, non, ferme ta gueule, fais-le. Trouve des moyens de le faire ou de faire quelque chose qui ressemble à ça. Ah, ça serait donc le fun de voyager, mais j'ai pas les moyens. Regarde, là. Il y a des petits voyages pas loin qui coûtent pas cher, puis c'est des voyages pareils. À un moment donné, il y a ça aussi. Je pense que cette attitude-là de faire quelque chose, puis de vivre des aventures, des émotions, ça se transpose dans la découverte de qui on est, de qui ce qu'on est en train de devenir aussi. Ben, je pense que je suis d'accord avec le point que l'improvisation, ça crée des gens qui sont engagés, mais qui entreprennent beaucoup de choses. T'sais, on voit souvent que c'est des jeunes qui deviennent des présidences d'école, des présidences de comité, qui deviennent partie de la FGFNB, ce genre de choses-là. C'est des faiseurs. Tu penses que c'est ça vient de la nature de la discipline? Oui, ça vient de la nature de la discipline. Ça vient aussi de la confiance qui est gagnée à briser ces murs-là puis à ne plus avoir peur d'avoir l'air fou. Parce que pour prendre un rôle de leadership, faut que tu acceptes que tu es dans le spotlight puis des fois, il y a des choses que tu vas faire qui marcheront pas puis tu vas avoir l'air fou possiblement. Et l'improvisation, selon moi, quand tu l'approches comme il faut, quand tu es moindrement bien encadré puis tu le fais pour les bonnes raisons, tu n'apprends pas à ne pas avoir peur, mais à moins avoir peur. Parce que tout le monde, à différents niveaux, a un petit peu peur d'avoir l'air fou puis il y a un réflexe qui est sain là-dedans. Mais on apprend à gérer ça, à gérer le ridicule, même à l'accueillir à la limite. Fait, je pense que l'improvisation sert à ça, sert à honnêtement, plus qu'on a de monde qui fait de l'impro, je pense que c'est un avantage sociétal. Là. Je pense qu'au niveau de l'Acadie gagne à avoir des improvisateurs parce que oui, ça crée des leaders, parce que ça crée des gens qui ont le goût de faire, parce que ça crée des gens qui seront en général des meilleurs communicateurs aussi. On a le goût d'avoir des gens qui sont capables de s'exprimer, de jaser des vraies affaires, puis de brasser des idées. Puis aussi, quand t'es en impro, tu vas vivre une impro où est-ce que, par exemple, je sais pas, mais les personnages vont se chicaner, puis quand l'impro est fini, les deux joueurs, là, ils sont pas en chicane pour vrai, là. Ben, ça peut être une bonne préparation à un contexte où les gens vont avoir des discussions, vivre des débats, des chocs d'idées. Mais qu'une fois que la discussion est terminée, on saillit pas. On confrontait nos idées, mais ça n'a pas besoin d'être des attaques personnelles, par exemple. Je pense qu'il y a ça qui se développe un petit peu aussi là-dedans. Est-ce que tout ça, ça met une responsabilité sur les épaules d'une activité comme l'improvisation? En d'autres mots. Mais là, ça c'est un débat qu'on a en impro depuis que moi j'étais jeune. La place du français. Mm-hmm. Hein? Est-ce que c'est une activité qu'on joue en français? Ça commence dans les écoles. Il y a même une question qui s'y rattache, n'est-ce pas? Gabriel Gagnon sur Facebook demande, est-ce que les parties d'impro devraient se limiter au français standard ou est-ce que ça devrait être inclus puis accepter le CHAC? Parce que, justement, au Nouveau-Brunswick, dans différentes régions, on est plus ou moins, c'est-à-dire le langage a des je vais même pas dire des anglicismes parce que j'ai utilisé cette expression-là. Un anglicisme, c'est pas des mots anglais. L'anglicisme, c'est une mauvaise utilisation c'est une tournure de phrases anglaises, etc. Tu sais, là, tu peux pas aller auditionner pour une partie. Ça, c'est un anglicisme.
anglicismes. Même si c'est tous des mots français, où ça sonne français quand tu le dis, c'est atroce. Dans le passé, dans certains coins de la province, il y a eu des écoles qui ont imposé des punitions d'anglicisme, qui étaient jamais données pour des anglicismes, qui étaient données pour des paroles en anglais. Tu sais, là, si tu me dis merci puis je te dis bienvenue, c'est un anglicisme, mais jamais j'aurais été puni pour ça, mais j'aurais été puni pour parler du lawnmower, je sais pas. Et différentes régions utilisent différents mots anglais dans leurs paroles. Si on parle du Chiac, qui est comme la région sud-est, si on veut, tu sais, là, les gens d'Edmundston aiment peut-être dire que eux autres sont Chiac puis anglicisés, mais j'ai grandi là. Les mots anglais sont juste pas les mêmes, mais on intercale des mots anglais constamment. Bathurst va faire la même chose. Partout au Nouveau-Brunswick, on a, à cause qu'on vit en milieu minoritaire, l'anglais tout autour, notre télé est en anglais souvent, on s'imprègne d'une culture anglophone ou américaine, ça sort dans notre langage. Est-ce que ça, c'est permissible en impro? Ou est-ce que l'impro doit avoir cette responsabilité-là d'être joué en français, d'être un promoteur de la langue française, que les joueurs doivent s'en tenir à un français, on va dire pseudo-standard, ou du moins un lexique qui est complètement en français? Toutes ces questions-là sont souvent lancées. On est allé à un tournoi dernièrement où je me suis fait accoster, moi, en tant qu'officiel, etc., parce que l'équipe de Shediac joue avec l'équipe d'Edmundston ou quelque chose comme ça, et des gens de la région du Nord-Ouest ou même du Québec, sont venus me voir parce que c'est ça, vous laissez du monde parler à moitié en anglais, ce monde-là devrait pas avoir le droit de jouer. Nous autres, moi j'ai fallu que je défende l'équipe de Shediac dans ce cas-là. Pour moi, la langue française est fluide, c'est-à-dire si on traite ça comme un moyen d'expression, dans ce cas-là, tous nos personnages ne peuvent pas avoir le même niveau de langue. Ça se peut pas. Différents personnages ont différents niveaux de langue. Évidemment, on veut que nos jeunes soient capables de tous ces niveaux-là. Peut-être là, il y a des joueurs qui sont limités. En tout cas, qu'est-ce que toi t'en penses? Surtout en tant qu'éducateur, là, tu travailles dans des écoles, puis je sais que c'est un enjeu là aussi. Tu voulais pas entendre l'anglais parler dans les corridors, j'imagine? C'est plus gros que l'impro, clairement, c'est cette discussion-là, mais l'impro a sa part là-dedans. Moi, je vois l'impro comme, je la vois différemment, dépendant quand j'y pense, je pense, mais je vois beaucoup l'improvisation comme une discipline d'expression artistique. Comme la chanson l'est, comme le théâtre va l'être. Elle est différente, elle a ses particularités, mais l'improvisation, c'est ça. C'est un moyen d'expression. Quand on impose des contraintes en expression artistique, je suis pas convaincu qu'on sert l'art. Alors, d'arriver puis de dire à des improvisateurs, pas de mots anglais, faut comprendre le contexte. Il y a des enseignants qui se servent d'exercices d'improvisation et de petites mini-joutes d'improvisation dans un contexte de salle de classe. Pour travailler leur cours de français, des fois, pour faire différent, ils vont faire de l'impro en français. Je peux comprendre que dans ce contexte-là, ils vont vouloir insister énormément sur le côté développement du vocabulaire et de la langue. Fait, dans ce contexte-là, je peux voir qu'on insiste, oui. Mais il y a une moyen de le faire en jouant aussi, puis si jamais il y a des enseignants qui ont le goût d'explorer des choses, là, faites-nous signe, on va vous suggérer plein de petits ateliers, des activités, puis des jeux avec des mots imposés, puis il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Maintenant, si on parle de match d'impro, d'équipe d'impro dans une école, une ligue d'impro régionale dans des écoles secondaires, par exemple, ou le tournoi provincial, ou les jeux d'Acadie, par exemple. Moi, mon avis, on peut pas arriver là avec des grosses barrières. Moi, comme coach d'impro, par exemple, j'ai vécu quelque chose d'intéressant alors que j'étais entraîneur de l'équipe de la polyvalente Louis Robichaud à Shediac, parti une équipe, on s'en va à un tournoi. Quand on vient du tournoi, les élèves, mon équipe, des jeunes de Shediac, m'ont partagé certains inconforts qu'ils avaient vécu au tournoi parce que, d'abord, les accents de tout le monde n'étaient pas pareils. Ça, on veut pas qu'il y ait des jeunes qui allaient à un tournoi d'impro, c'est la première fois qu'ils sortent de chez eux, là, de leur petit coin de province, tu sais, là. Mais c'était pas juste au niveau de la langue, c'est même au niveau des référents culturels. Les jeunes du Nord-Ouest ou du Nord-Est, c'était dans le temps de Star Academy, Wilfred Le Boutillier. Fait les jeunes des autres équipes parlaient de Wilfred, puis mes petits jeunes de Shediac savaient pas c'était qui Wilfred. Fait les référents culturels étaient pas les mêmes. Puis mes jeunes m'ont dit qu'ils se sont sentis niaiseux des fois. Puis moi ce que je leur ai dit c'est OK, minute, là, on met les affaires à la place. Là. Un, vous êtes pas moins intelligent que les autres équipes, c'est pas ça. Là, vous avez pas nécessairement les mêmes référents culturels. Quand un impro parlait des Simpsons, tout le monde était correct. Là. Puis il y avait des choses francophones aussi que mes jeunes connaissaient. Il y avait pas une connaissance nulle du fait francophone, mais il y avait des référents qui étaient différents. Alors moi, comme entraîneur, à ce moment-là, je peux pas me mettre à lui taper sur les doigts. Je peux pas être au tournoi d'impro puis les chialer quand il y a des mots d'anglais qui se glissent. C'est comme ça qu'ils parlent, d'envie, pour vrai. Puis l'improvisation, puis j'ose croire qu'on a quelque chose qui se rejoint là-dedans, mais en improvisation, pour faire de la bonne impro, ça prend une part de vérité. Ça veut pas dire que des fois, je vais pas me donner un accent différent ou une façon de parler différente, mais en général, dans l'improvisation, faut qu'il y ait un élément de vérité un peu. Pour le public, faut qu'il y ait quelque chose qui file vrai. Puis
comme joueur d'impro, je peux pas tout faker, je l'ai dit. Je demeure convaincu que dans tout acte d'improvisation, il y a une partie de moi qui transparaît, une partie du joueur qui transparaît. Je peux pas me mettre là comme coach puis demander à mes joueurs de devenir artificiels. Ce que je devrais faire, si je suis coach d'impro, je suis pédagogue. Même si t'es pas un enseignant d'école, là, si t'es coach d'impro, t'es pédagogue. J'espère que tu as cette attitude-là, parce que puis ça, ce que ça veut dire, c'est que tu profites de l'occasion. Puis honnêtement, je rêve du jour où tout le monde va un petit peu avoir ce sens de société-là, où ce que notre réflexe, quand on a l'occasion d'avoir une influence positive sur notre acadie, qu'on va en profiter. Alors, si je suis entraîneur d'une équipe d'improvisation, puis que je vois que mes joueurs ont tendance à utiliser beaucoup d'anglais dans leur jeu, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas parce qu'ils sont têtus, c'est parce que c'est leur zone de confort. Et moi, ma job, c'est d'élargir leur zone de confort, c'est de leur faire découvrir. Comment? Pas pendant la game d'impro en leur donnant des punitions, mais des fois dans des entraînements, des fois juste quand on jase de façon informelle, en se rendant à un match, en revenant d'un match. C'est faire des jeux de vocabulaire, c'est s'amuser, c'est des niaiseries, c'est leur donner des devoirs. Devoirs, faire attention, là. Mais je sais pas, moi, une pratique d'impro, OK, pour la prochaine pratique, vous allez tous trouver 5 minutes, fouiller un dictionnaire, trouver un mot que vous connaissiez pas. Arrivez ici de présenter le mot. Des affaires de même, des niaiseries. Mais faut jouer, faut que ça soit le fun. L'improvisation, là, faut que les joueurs aiment ça, là. Si c'est correctement utilisé, ça devient un véhicule de francisation. C'est certain qu'il y a des gens qui vont avoir peur des petits improvisateurs qui parlent beaucoup en anglais, parce que là, que c'est ça, ils vont venir apprendre à nos jeunes à parler en anglais. Tu sais, il va y avoir cette réaction-là, des fois, du public, des parents, des autres coachs, même des autres. Les joueurs, habituellement, non. Là. Les jeunes, ils sont smart assez, là, ils savent ce qui se passe. Là. Mais les adultes paniquent pour rien, des fois. Mais c'est pas ça qui va arriver, là. Si tu vas à un tournoi d'impro, là, puis l'équipe de Moncton joue avec l'équipe de Caraquette, là, puis l'équipe de Moncton utilise des mots anglais un petit peu dans leur impro, là, ils vont pas tout à coup angliciser la gang de Caraquette dans un match d'impro. C'est pas ça qui va arriver. Ce qui risque fort d'arriver, c'est que les jeunes de Moncton vont se dire, oh, il manquait des outils un petit peu. Puis là, une fois que le besoin est là, le coach dit, OK, on va faire des exercices pour renforcer vos connaissances culturelles francophones. On va faire des exercices pour vous donner d'autres référents. Puis il y a des choses qui se font déjà dans les écoles, plein. Puis on fait beaucoup de chemin à ce niveau-là. Mais je commence à avoir de la misère avec cette attitude-là de bûcher sur le chiac ou le franglais ou le parler populaire qui comprend un petit peu plus d'anglais. Parce que là, à un moment donné, on est rendu à un point où il y a des études scientifiques formelles qui démontrent que le chiac n'est pas une porte d'entrée vers l'anglicisation. Ça l'est pas, là. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se faire à croire que c'est ça qui existe. Puis, faut pas le démoniser, parce que ça fait partie. Faut juste donner le goût d'avoir d'autres choses. Tu l'as dit tantôt, Michel, je pense que c'est important que les gens s'approprient différents niveaux de français ou différents types de français selon le contexte. Ben moi, je veux pouvoir parler, si je suis un personnage, je veux pouvoir parler, tu sais, comme quelqu'un qui a peut-être peu d'éducation, qui vient d'une différente région, etc. Mais je veux aussi pouvoir parler, je veux aussi être à Bélantaine en train de lire les nouvelles, là. C'est ça. Puis il faut aller les chercher, que ces niveaux-là. Ouais. Et ça, c'est utile dans la vie aussi. Je le dis à mes élèves que je pense qu'ils devraient être capables de converser de façon assez facile avec quelqu'un qui vient du Québec ou de la France ou de Caraquette, autant qu'avec leurs amis. Mais ils parleront pas nécessairement de la même façon. Fait en quelque part, je parlais d'identité multiple. On a plusieurs identités. Puis quand tu en développes une ou quand tu donnes de l'attention à une facette de ton identité, ça minimise pas les autres. Moi, quand je dis à mes élèves à l'école, là, quand je veux travailler sur le côté francophone de leur identité, là, je sais ce qu'ils entendent. Ils entendent non à l'anglais. Mais c'est pas ça. Mais moi, c'est pas ma responsabilité de développer le côté anglophone ou espagnol ou de leur identité. Ça veut pas dire que je veux pas l'entendre parler. Je pense qu'on fait du chemin là, puis pour longtemps, le balancier a été complètement à l'autre bout, là. Puis on a été coupable en société et dans les écoles de dire non à l'anglais. Puis là, je pense qu'on devient meilleur à dire oui au français. Puis c'est pas la même chose. Le réflexe d'un adolescent va encore être d'entendre non à l'anglais pareil, mais c'est correct. On finit par leur faire comprendre. Pour ça, faut s'éloigner des modes de punition, puis il faut aller vers des modes plus ludiques, puis de célébration, puis... On perçoit souvent l'improvisation comme si le seul but, c'était une francisation, comme si c'est le but ultime du jeu, c'est pas juste une facette. C'est la seule raison que l'école supporte, appuie cette activité-là. Ouais. Viens-tu juste de corriger ton français, là? Ben oui. Voilà. Ah, c'est bien, ça. Voilà. Puis je pense que faut pas oublier que c'est surtout un effet secondaire vraiment le fun, puis pas un but ultime de la discipline. Je pense que c'est une des rares activités qui engage les jeunes dans une activité francophone parlée à l'extérieur de la salle de classe. Tu sais, tu joues un sport, des fois, tu sais, il y a rien qui t'empêche de parler anglais avec tes coéquipiers, peut-être
ton coach est peut-être même anglophone. Des fois, ça arrive dans les écoles. Mais ceci, ça te demande un certain niveau de français dans ce que tu fais. Puis je pense que c'est déjà un petit pouce dans la bonne direction. C'est offrir une expérience positive, amusante. Ça devient pas juste j'apprends de la grammaire en salle de classe puis ça c'est mon expérience avec le français. Je suis obligée d'écrire une rédaction sur les uniformes dans les salles de classe. Tu sais, c'est pas nécessairement une expérience positive pour tout le monde. Yeah. Mais être dans un contexte d'impro avec du monde un peu partout, on apprend à connaître des gens, on se fait des amis, c'est positif. Je trouve que ça encourage les mondes de s'impliquer en français après, de continuer à en parler avec leurs amis parce qu'ils se font d'autres amis qui parlent aussi le français. T'as mis le doigt dessus. C'est la francisation par l'impro. C'est un effet secondaire qui est presque toujours là, mais faut pas que ça soit l'objectif premier. Comme encourager les jeunes à participer à Accro de la chanson, c'est pour faire de la musique. Ce qui est le fun, c'est que c'est aussi un mécanisme de francisation, mais c'est secondaire. Puis je pense que c'est la même chose. Il y a un fort effet psychologique, là. On n'est pas juste en train de faire une activité le fun, puis un renforcement positif à une activité qui est en français, mais si vous avez déjà fait de l'impro, puis j'imagine que vous en avez déjà fait. Ça arrive, ouais. Ah, ouais. T'étais en train d'essayer de trouver des jeux de mots, t'es en train d'essayer de trouver des façons de dire les choses, t'es toujours en train de chercher pour le bon mot, puis ça, c'est un moteur dans ta tête, là, qui... Les gens qui croient que c'est important d'enseigner le français aux élèves dans les écoles, dans nos écoles francophones, si tu crois ça, il me semble que tu es convaincu que des exercices d'écriture, c'est nécessaire. Oui. Faire de l'impro, c'est de l'écriture. Juste pas avec un papier, un crayon ou un ordinateur. T'écris dans ta tête, t'écris verbalement, t'écris avec ta bouche, mais c'est de l'écriture constante. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas voir la force créatrice, comment ça vient renforcer toutes les notions de vocabulaire et de syntaxe, je veux dire, tout sauf l'orthographe, dans le fond, parce que quand on parle, on n'épelle pas. Ouais. Mais quand ce que tu dis, tu sais, on a fait on a parlé beaucoup des jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui sont au secondaire, maintenant à l'intermédiaire, qui sont en train de se baigner là-dedans, devenir des adultes dans ce métier d'art-là. Mais c'est quelque chose, tu parlais aussi de l'identitaire qui est sur toute ta vie, dans le fond. Puis c'est pas l'affaire de se confronter avec des gens qui sont plus français que nous, moins que français que nous, qui ont des différents niveaux de langue, qui viennent d'ailleurs. Ça s'arrête pas là non plus en impro, là. Tous les deux étaient à des coupes universitaires au Québec ou en Ontario. La même chose arrive aux joueurs acadiens face à un joueur de Laval ou du UQAM, là. Oui, ça n'a pas besoin d'être loin. Cette différence-là, à force de jouer de l'improvisation, je pense que ce qu'on apprend à faire, c'est ce qu'on veut faire dans un contexte éducatif souvent, c'est de célébrer ces différences-là. Pas juste d'accepter les variétés de langue et d'accent, mais de trouver ça intéressant. C'est une réalisation que j'ai eue quand j'ai commencé à entraîner l'équipe Calais à la QI. C'est le fait d'arriver là, puis être fier de nous-mêmes, puis pas s'excuser pour notre accent. Tu sais, on arrive là, puis eux, tu sais, c'est sûr que leur dialecte a beaucoup plus de français que peut-être du monde du Sud-Est, comme moi, mais c'est quand même un dialecte. Ils ont un accent propre à eux, ils ont du slang de leur région, tu sais, ils ont une prononciation différente. Notre prononciation est pas nécessairement moins bonne que la leur, c'est juste une différente prononciation. Puis ça m'a frappé soudainement quand j'ai réalisé, on devrait pas avoir honte, on devrait pas être en train d'ajuster notre dialecte parce que c'est Nos consonnes pures sont pas pires que leurs diphtongues. C'est ça. Michel a compris ce qu'il a dit. Et peut-être 2 ou 3 auditeurs du podcast. Les fans de diphtongues dans la salle, bonjour. Les diphtongues montréalaises, là, vous savez. Mais tu sais, mais ça vient rejoindre toute cette notion-là aussi de confiance. Ces gens-là, souvent, vont vivre avec la confiance à cause du nombre, à cause de la majorité, dans le fond. Leur façon de parler est renforcée par non seulement le fait qu'ils sont plus nombreux que nous, mais qu'ils s'entendent dans les médias. Moi, je pense, honnêtement, que la plus grande avancée au niveau de l'identité acadienne dans les derniers 50 ans, ça a été CJSE. Parce que pour la première fois, les francophones du Sud-Est s'entendaient à la radio. Pas le français standard international. C'est ça, le français de Radio-Canada, dans le fond. Pas du langage québécois. C'est ça. Parce que ce qu'ils entendaient en français à la radio, c'était Radio-Canada, qui était un français beaucoup plus normatif, qui sonnait pas comme qu'eux autres parlent entre eux autres, et le message qu'ils recevaient, c'est, on parle pas assez bien passer à la radio, nous autres. Notre français est de seconde classe. Et soudain, de s'entendre à la radio, puis là, il y en a eu d'autres, des radios communautaires depuis, mais celle-là était particulière, selon moi, parce que la différence d'accent est très marquée, mais ça a voulu dire beaucoup. Ça a été comme, minute. Fait que mon niveau de langage, puis là, il faut faire la distinction, évidemment, entre les accents puis le vocabulaire, c'est pas la même chose, là, mais en tout cas, il y avait toute cette question-là que leur façon de parler, soudainement, était légitimisée parce que ça passait à la radio. Puis là, il y en a qui vont dire, là, ça a justifié ça, fait que là, ils veulent plus parler français normatif. C'est pas ça que ça fait. C'est pas ça que ça fait. L'insécurité linguistique, ça étouffe. Puis si ton niveau de français est constamment dévalorisé, ce que ça finit par faire, c'est que même ton français, tu peux plus le parler. Tu es aussi bien de parler
l'anglais, parce que ça, il n'y a pas l'air d'avoir de niveau d'anglais, il n'y a pas l'air d'avoir personne qui chicane sur l'anglais, il n'y a pas une académie anglaise, fait que peut-être que, tu sais, tout le monde parle l'anglais de la même façon. Il y a des niveaux de dialecte en anglais aussi, mais on le remarque peut-être moins. On remarque des accents. Le réflexe va être ça, à force de se faire dévaloriser, de regarde, laisse faire, je veux plus rien savoir. Alors que si ils se font dire, non, ce que tu parles, c'est un français qui a de la valeur, là. Si tu parles français, là, tu parles français comme toi, comme tes chums, comme ta famille. En plus, ça, là, c'est une base qui peut te permettre d'apprendre comme juste une autre sorte de français, qui est pas loin d'être ça, là, puis qui pourrait t'aider à parler avec comme des francophones de partout. Cool, hein? Tu sais, c'est comme ça qu'il faut le vendre. C'est là qu'il faut aller. Puis l'improvisation peut faire ça parce que on est exposé à toutes sortes de différents types de français, puis on peut essayer toutes sortes d'affaires, on peut essayer des accents, puis du vocabulaire. Fait que dans ce sens-là, c'est très démocratisant comme outil l'improvisation. Je trouve ça intéressant le fait d'entendre quelqu'un avec ton accent parler, parce que l'improvisation fait ça en quelque part. Tu sais, si tu vas voir un match puis tu vois quelqu'un qui joue de l'improvisation devant un public, le public répond, ça légitimise jusqu'à un certain point cet accent-là. Tu sais, ça rend ça valorisant pour les personnes dans la salle qui se disent peut-être moi je pourrais jamais faire de l'impro, tu sais, moi je parle trop chiac ou je parle pas assez bien, puis ça pourrait encourager ces gens-là. Puis en termes d'exportation aussi, parce que on joue ailleurs, on joue ici, on va jouer ailleurs. Dans la province ou ailleurs, les gens du public vont être exposés à ces accents-là. Puis on a vu des cuits où on parlait de Marc Doiron tantôt, où Marc était le darling du tournoi parce que lui avait son accent puis son patois, puis personne comprenait qu'est-ce qu'il disait. Mais il était donc bien drôle. À Rimouski, là, je sais pas quoi. Mais c'est ça, c'était comme, il y avait un charme là-dedans, il y avait quelque chose d'intéressant, c'était inusité pour eux autres, mais c'était beau, puis il avait l'air à l'aise dans qu'est-ce qu'il faisait. Il était certainement pas en train de s'excuser pour qui il était. Puis ça a charmé le public. Je me souviens de ta dernière coupe universitaire à Sherbrooke. J'étais assis dans le public, parce que vous jouez, j'étais juge. Tu sais, je suis assis dans le public, il y a quelqu'un qui vient me voir qui dit « Ah, c'est qui cette équipe? C'est qui cette équipe-là qui joue avec, je sais pas moi, UQAM? » Je dis « Ah, ça c'est Moncton. » Ah ouais? On dirait pas qu'ils ont l'accent. C'est comme ça, mais tu sais, t'as une équipe de Néo-Brunswickois, là, et de Québécois là-dedans qui sont, tu sais, naturalisés, si tu veux, qui étaient ici. Mais t'as des gens de Hamilton, tu sais, t'as l'Aristique-Gauche t'es représenté, Chaleur t'es représenté, le Nord-Ouest t'es représenté, le Sud-Est t'es représenté. Tu sais, un peu tout le monde était là. J'ai dit « Ben, d'où tu penses que moi je viens? » Je sais pas, Moncton. C'est frappant parce que quand on exporte, là, ça devient intéressant de montrer que l'Acadie, là, c'est pas juste la Sagouine. C'est pas la Sagouine puis une chanson de Marie-Jo Thériault puis, tu sais, là, les choses que les autres croyaient que ça pouvait être, que c'était. On avait beaucoup d'accents, beaucoup de culture. Puis au Québec aussi, ils ont plusieurs accents, puis les régions du Québec sentent souvent la même chose que nous autres, on sent face aux grands centres comme Montréal et Québec. C'est ça. Fait, un Saguenayen parle pas pareil comme un Montréalais, là. Comme qu'il y a des accents régionaux ici aussi. Fait que ça revient à être la même chose. Puis, tu l'as dit tantôt, là, je sais pas ce que c'est qu'il disait l'autre jour. L'accent est pas dans ta bouche, l'accent est dans mon oreille. Quand on n'entend pas un accent, c'est parce que les gens parlent comme nous. Si toi qui parles différemment, on entend l'accent, c'est pas, tu sais, je trouve ça intéressant, c'est une question d'interprétation, c'est un filtre. Puis des fois, l'accent, les questions d'accent puis les questions de vocabulaire, c'est deux questions différentes, mais qui finissent par se rejoindre des fois aussi, là. J'ai eu des belles discussions là-dessus. J'étais dans des écoles à Baie-Sainte-Anne la dernière année, puis on jasait justement d'identité, puis de langue, puis de culture, puis un accent très particulier à Baie-Sainte-Anne au niveau sonore, il se remarque particulièrement, mais on a jasé de ça. Tout le monde en a des accents, puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de travailler sur, bon, ok, ben là, on va arrêter d'avoir honte ou d'être gêné cet accent-là, bon, un petit peu essayer de le célébrer, mais c'est pas facile quand une étudiante me disait qu'elle est arrivée à l'université, elle est enseignante maintenant, mais quand elle est arrivée à l'université, elle se fait dire, perds ton accent. Tu watcheras tes airs, tu sais là, puis qu'elle a pas parlé dans des cours pendant 2 ans. Fait, il y a encore des attitudes un petit peu colonialistes, là, de corriger des accents, tu sais là. L'accent, c'est de la couleur, là. Le vocabulaire, c'est une autre affaire. Ben, je pense que le réflexe de punir vient de cette racine-là, de vouloir corriger. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement le bon contexte puis la bonne place pour faire ça, parce que c'est déjà tellement un effort mental. Ben, faites votre ouvrage dans votre classe de français. Ça découlera, là, ça aura une retombée sur notre match d'impro. Tu sais, si le travail n'a pas été fait à la base, à la maison et à l'école, exactement. Ben, le match d'impro va être le niveau du niveau de langue qu'ils ont maintenant. Exactement. Non, on peut pas, je vais le dire clairement, mais je l'ai peut-être pas dit clairement tantôt. Je suis fortement contre, absolument, donner des punitions à cause de l'usage de l'anglais dans un match d'impro. Je trouve ça c'est une aberration. Ben en plus, tu sais, ça se veut comme on comprend pas, mais je pensais ça l'autre jour d'une improvisation dans la Licume de super longtemps passé. Je pense que c'est Michel qui arbitrait. C'était, je pense, Francis Thériault puis Stéphane Albert qui faisait une improvisation, puis Francis arrêtait pas de dire Jeuvre. Ouais, il parlait d'un bug Jeuvre. Il y a un bug Jeuvre, puis après 1 minute et demie, Michel a sifflé, puis il a dit Stéphane, c'est ça que ça veut dire. Là, c'est un lièvre avec des bois. C'est une jackalope. OK, t'es bon? On continue.
parce que, tu sais, Stéphane, lui, pauvre lui, il vient de Dieppe, lui, il a aucune idée c'est quoi un bug job, il est debout là en train de faire, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans l'improvisation. Mais c'est intéressant, tu sais, c'est pas juste une question de mot anglais qui peut créer des incompréhensions. C'est tout vocabulaire régional ou local, puis qui peut appartenir à n'importe qui, là. C'est pas le propre de la région où ce que les gens parlent chiac. La première fois que quelqu'un de la baie Sainte-Marie te dit Vater Donné, tu sais même pas si c'est du français ou de l'anglais ou du... C'est pas ce qu'il a dit. Ça peut être n'importe quoi. Écoutez du Save, vous allez apprendre. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout le temps qu'on a pour l'émission. Merci beaucoup, Yves Doucette, d'avoir été parmi nous. Ben, merci pour l'invitation. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'Impro NB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes Impro NB sur Twitter et Improvisation NB sur Facebook. On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une émission future. Du moins dans la balado-diffusion, parce qu'on a beaucoup plus de temps. Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou sur YouTube, ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci Yves Doucette d'être prêté à l'exercice. Merci Michel. Merci Isabelle d'avoir co-animé. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien fascinant avec une vedette de l'improvisation. Au revoir. Un minimum de francophone-ness. Francophone-ness. Voilà. Francophone-ness. Je pense qu'en général, je parle à peu près ce volume-là qu'est-ce que je parle à la radio, je dirais. Je suis pas certaine qu'est-ce que l'expression sur ta face. Is it bad? J'ai l'expression que ton herbe est tout le temps plus faible que la mienne, mais je t'entends pas plus faible. OK. Tu penses que je suis une femme. C'est un programme sexiste. C'est ça que c'est. Qu'est-ce que tu faisais? Je m'ai frappé dans la face, puis j'étais comme j'ai du lipstick all over the place. Non, juste un gros bleu. Et non, mais ça là. Oh my dear lord, qu'est-ce qui... Le zèbre d'or a poqué des jambes. Yeah, j'en ai une autre bunch. Ben voyons. J'en ai une bunch ici, là. C'est bien intense. Isabelle Godin disait la même chose. Ah oui. Elle est poquée. Les jambes. Mais elle a mangé une coupe de coups de pied de siam aussi. Ah oui, ok.